Ah, on est tout bon. Jacques tout bon. Je te mets le son. Vas-y, dis bonjour à Lazare. Bonjour. Parfait. Donc ce soir, pour une fois, en la compagnie d'Alazar, pas de Kaiser Reich. Après l'habituel remerciement à l'endroit de l'intervenant, merci donc. J'en C'est à profite, toi. on en a parlé juste avant pour rappeler que on essaiera d'en finir avec le sujet. En tout cas, on va essayer. Mais Oui. si on peut, tant mieux. Si on peut pas, tant pis. Mais déjà, merci d'être venu. Bien, ce soir on part sur un thème qui quand même finalement est lié à cet univers, puisque c'est à l'occasion de ta présentation précédente qu'est venue l'idée de traiter de la chose, je crois. Exactement. Et Ouais, une ouais. idée, ma foi, fort bienvenue pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas hiérarchiser les raisons, je ne vais pas être exhaustif, mais en y réfléchissant 5 minutes, puisque je prépare toujours ce que j'ai à dire quand quelqu'un me fait l'honneur de venir, j'en vois plusieurs. D'abord, c'est un sujet que j'aurais jamais couvert personnellement, donc c'est ce qui est valable pour beaucoup de réceptions, voire toutes, mais c'est ce qui les rend plaisantes et nécessaires. Donc c'est plus des réceptions en général, mais plus précisément, il s'agit de s'intéresser avec Pilsudski à la vie d'un homme important. L'histoire en compte beaucoup, à une époque de grands bouleversements européens, et je pense que ce sont toujours des parcours assez édifiants, hein, la vie d'un Churchill, d'un De Gaulle, d'un Cavour, d'un Bismarck, que sais-je, peu importe ce que l'on pense des personnes, de leurs actes privés et publics, du pays en question, de leur idéologie, c'est toujours assez exemplaire, la combinaison de la naissance, des événements, du caractère des types, de leur chance parfois, de leur qualité, de leurs défauts, parfois aussi de leur vie privée, ce sont des exemples toujours instructifs, puisque ce sont des gens quand même qui ont eu la destinée d'un pays entre leurs mains, donc voilà, on peut pas échapper à l'étude de leur vie et de leur œuvre politique ou autre. Donc ça c'est l'homme, ensuite vient le temps dans lequel il évolue, un temps bien particulier, attends, hop, diaporama, hop, bouge pas, excuse-moi, c'est ma faute, voilà, pourquoi je suis perdu? Merde, attends, j'ai un On souci. a on a plus de ce qu'il affichait, hein. Je sais, mais ah, parce que je suis pas sur le bon. Ok, non, excuse-moi, j'étais sur les tier listes. Voilà, on est en diapo, on est parfait. Vous voyez ici les insurgés de 1863, formidable. Donc temps fondamental, on viendra après au lieu. Donc temps des troubles politiques de la Russie de la fin du siècle. Je pense que j'ai abordé un peu le sujet dans les trucs, dans les vidéos littéraires. Tant des révoltes populistes, tant des révoltes des nationalités aussi, forcément la Pologne, tant des répressions, tant de la chute d'un régime millénaire avec le régime des tsars, et puis finalement, une fois tout ça fini, tant des idéologies peut-être les plus marquées de l'histoire, hein, le national-socialisme, le fascisme, le communisme. Et au milieu de tout ça, donc des personnes, c'est le parcours de notre Pilsudski dans l'histoire, de la révolte, de la guerre, des calculs politiques, de la renaissance d'une nation et le temps de l'entre-deux-guerres, celui d'un nouveau pays, du coup la Pologne, du pouvoir qu'il va entre guillemets exercer, même si directement c'est assez rare, des bouleversements dans les pays voisins, des nombreux défis qui attendent la Pologne d'alors. Ça a été, au travers de ce temps-là, un révolutionnaire, ça a été un exilé, ça a été un nationaliste, un socialiste, un terroriste aussi, un chef de guerre, un chef militaire putschiste, on le verra, donc un parcours qui mérite qu'on s'y penche à l'égal du temps dans lequel il se meut, notre cher maréchal. Et donc troisième intérêt, c'est l'endroit, la Pologne, puisque je doute pas qu'il y aurait bien d'autres choses à dire dans une introduction, mais bon, voilà, je trouve que un truc en trois parties, c'est le mieux. Hein, l'homme, son époque et son pays, c'est un bon compromis, et donc l'homme, le temps, et enfin le lieu, parce que c'est pas certain que ce soit le pays européen que l'on connaît le mieux, alors que Pilsudski se trouve à la confluence de plusieurs héritages fondamentaux qui sont des bornes dans un parcours par ailleurs sinueux, je pense qu'on peut dire, et des héritages en partie locaux, puisqu'il est l'héritier du monde polono-lituanien, donc d'une histoire qui a son contenu, une histoire aussi qui est, au-delà de la double ascendance, qui inclut un territoire multiethnique, multiconfessionnel. Il est héritier du nationalisme polonais, de tous ces combats pour l'indépendance qui ont été le plus souvent noyés dans le sang, d'un pays qui a été déchiré par ses voisins, en tout cas répartis entre eux. Il est aussi héritier de la tradition révolutionnaire et socialiste de Narodnaya Volia. Pour la petite histoire et l'anecdote, le frère de Pilsudski avait abrité le frère de Lénine. Voilà, c'est assez avant ça, avant qu'il soit pendu, ce qui est assez cocasse quand on connaît la suite. Il est héritier aussi des exilés sibériens qui ont été pléthoriques chez les Polonais, ceux qu'on appelle les Sibiraques, et héritier à plus d'un titre d'une tradition anti-russe, donc terroriste puis paramilitaire, voire militaire. Anti-russe parce que polonaise, essentiellement pour cette raison, héritier enfin de la Première Guerre mondiale, avec comme but premier l'indépendance de son pays. Hein, on connaît sa fameuse phrase
j'ai plus tout à fait en tête, mais sur le tramway qui s'arrête à la station Indépendance, après être monté à la station Ah oui. Socialisme, voilà. Et héritier aussi d'une opposition, alors qui se forme avec le temps, mais d'une opposition au bolchevisme d'un pays nouveau qui est frontalier de nombreux autres, avec qui les premières relations seront belliqueuses, sorties ou transformées, qu'ils sont tous par la fin de la guerre. Vous voyez ici, bon, c'est une carte scolaire bien entendu, mais de la sortie de la Première Guerre mondiale. Et il sera le quasi-chef, on va dire, l'homme essentiel, je sais pas comment dire ça. L'homme fort, on peut L'homme dire. Hein. fort, voilà, d'un État qui va mener une politique assez complexe parce que il a de nombreux défis qui l'attendent, intérieurs et extérieurs, qui sont l'héritage de son histoire et de sa géographie. Et donc dans tout ça, une fois que l'on a donné 3 bonnes raisons de se pencher sur le sujet, on a une vie menée au travers des soubresauts politiques et géopolitiques d'un pays auquel il va être intimement associé, qui deviendra par la suite, vous le savez, un État communiste dans lequel son image sera effacée, avant de redevenir une figure importante de la Pologne que l'on connaît aujourd'hui. Et les deux, l'homme et le pays, c'est presque une quatrième raison, sont indissociables, puisque quelque part, traiter sa biographie, c'est traiter l'histoire de la Pologne entre 1885, on va dire, à son âge adulte, et 1939, à peu de choses près, on va pas pinailler pour quelques années, puisque on le verra, il meurt en 1935, donc quelques années avant la survenue du second conflit mondial. Et donc amener à des questions aussi d'héritage sur lesquels discutent les historiens dans la qualification de sa politique et de sa pensée. On lit tout, sauveur de la nation, politique autoritaire, culte de la personnalité, patriote, chef, voilà, dictateur, véritable fasciste pour les républicain, tout plus ça. zinzins. Ah là là. Voilà, et chef de guerre de talent ou chef de guerre médiocre, voilà, on lit un peu de tout. Bon, à titre personnel, j'ai pas d'amour pour la Pologne, enfin j'ai rien viscéralement d'anti-polonais, c'est un pays qui m'attire pas plus que ça, et qui en plus, je trouve, dans sa politique post-1918 est assez abjecte, mais bon, au nom de ses intérêts, je peux le comprendre, mais j'ai sans doute été trop marqué par les réprouvés. C'est ton biais salomoniste qui te fait dire ça. Exactement, malheureusement les Polonais pour moi sont les méchants de l'histoire. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre. Moi, c'est l'une des choses qui m'a motivé d'ailleurs pour en parler. Ouais, c'est très intéressant, voir l'autre face de la pièce. Donc voilà, j'y connais rien. Bon, tout ce qui touche à la politique polonaise en tant que telle, voilà, j'aurais sans doute pas grand-chose à dire parce que bon, on peut pas tout savoir. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que les gens viennent pour qu'on apprenne des choses. Sur d'autres points, j'aurais des choses à dire, mais bon, voilà, on verra. Est-ce que tu as des éléments à ajouter en introduction générale ou est-ce que sinon tu l'embrayes? J'ajouterais pour les intérêts de la chose, c'est que tu as bien précisé que Pilsudski était la confluence de beaucoup de choses, beaucoup d'héritages, mais la Pologne en elle-même, donc qui est un pays qui m'intéresse, ce genre de choses, j'ai pas d'ascendance polonaise ou quoi que ce soit, mais c'est un pays qui m'intéresse beaucoup de par ses liens historiques, d'amitié fantasmée ou non avec la France, ce genre de choses. Ouais, d'intérêt Mais aussi partagé, parce que quoi. c'est ça, et c'est une civilisation, la civilisation polonaise, qui est au carrefour de deux grands espaces culturels qui sont l'espace culturel, on va dire, russe, l'espace culturel allemand, germanique, et qui se retrouve un peu au milieu, même s'il est enserré dans les Slaves orientaux. Mais on le voit bien dans la constitution de langage polonais, c'est quelque chose de très bizarre, mélange de slave et de latin. La Pologne est un pays de mélange, pas de tout mélange, bien sûr, ça se voit aujourd'hui, mais culturel, linguistique et aussi politique. Et en ça, c'est assez fascinant, bien que les paysages soient d'une tristesse absolue, vu que c'est énormément de plaine. Mais bon, Je sais pas, c'est sans doute pour ça qu'on y collait des camps d'extermination, c'est que du coup, effectivement, vu la gueule du pays, ça y changeait pas grand chose. Ma foi, ok, non, mais très bien, c'est sûr que c'est un pays qui est sans doute moins monolithique, encore que, bon, aucun pays n'est vraiment monolithique dans son histoire, mais c'est vrai que oui, peut-être qu'il est moins monolithique qu'un Royaume-Uni ou qu'une Italie, voilà, de ce point de vue-là, des influences et compagnie, encore que tout puisse se discuter. Et puis chacun ses goûts, ma foi. Eh ben écoute, très bien, je mets le livre et on est parti. Alors, je vais partir sur une petite autre introduction un peu littéraire, même si je n'ai pas forcément autant de sens de mots que toi. Ouh là là, attention, mais passez pas de cirage, bon. Je ne suis personne. Ah non, mais je ne fais qu'exprimer mon opinion. Alors, il est des hommes exceptionnels, capables par la force de leurs actes et volontés de marquer les époques et continents entiers, si bien que leur nom demeure à jamais dans l'histoire. Les Alexandre le Grand, Temujin, Genghis Khan et autres Napoléons. Or, ce n'est pas de cela dont il sera ici question.
peut-être davantage de la catégorie en dessous, celle des hommes dont la vie et les actes sont devenus, par leur réalisation, presque indissociables de leur pays, comme tu l'évoquais, royaume, empire ou nation, et pas simplement de régime, comme pour de, entre guillemets, simples dictateurs, rois, empereurs et autres despotes. Ces individus, météoriques dans l'histoire, ne scintillant pas aussi puissamment que les plus grands, mais suffisamment pour marquer l'histoire de peuples et de nations jusque dans leur chair, sont souvent méconnus, hors de nos frontières et voisinage direct. À l'instar du sujet de ce soir, dont la vie et surtout l'œuvre furent, en un sens, comme tu le disais, synonymes de sa nation, la Pologne ressuscitée de l'entre-deux-guerres. Et c'est en cela qu'on va parler de Józef Pilsudski. Donc tout d'abord, un petit mot sur l'auteur, vu que c'est la biographie de Józef Pilsudski Si par t'arrives à prononcer son nom. Vaclav Jedrzejewicz, on va dire ça comme ça, qui date de 1986. Donc c'est un vieux livre qui date de l'époque où la Pologne est encore communiste. Donc il en est un peu question dans le livre, mais bon, on s'y attarde pas, c'est pas important. Et cet homme, qui est né en 1893 et mort en 1993, est quelqu'un qui a connu personnellement Pilsudski. Il a été engagé dans la première brigade des légions polonaises, sous le commandement de Pilsudski, durant laquelle il deviendra colonel. Et il finira en 1925 envoyé comme attaché militaire et chargé d'affaires au Japon, pour le compte de l'État polonais. Il aura été, pendant sa carrière, directeur de département au ministère des Affaires étrangères, vice-ministre des Finances et ministre des Cultes et de l'Éducation nationale. Et il aura également été un témoin oculaire de la vie politique de Józef Pilsudski, dont il était, entre autres, un des hommes de confiance. Alors, je me permets de t'interrompre. Justement, c'est ma question à la lecture de ce petit truc que tu m'as envoyé. Est-ce que c'est une biographie ou est-ce que c'est une agiographie de saint? Alors, non. Je pense, à mon sens, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un admirateur de Pilsudski, mais je ne pense pas que c'est une hagiographie, parce qu'il ne passe pas, ou il ne passe pas trop, du moins on peut dire, sous silence les aspects compliqués, notamment l'affaire de Brest en 1930, on y viendra, les torts qu'a eu Pilsudski, les évolutions de son caractère, à partir du moment où il va vraiment devenir très irascible. Donc il n'essaye pas de le dépeindre comme un dirigeant idéal ou quoi que ce soit. De manière générale, Pilsudski ne voulait pas de ça. Pilsudski a eu un mot sur ça à propos à des personnes qui évoquaient le fait de lui faire une biographie. C'était avant la Première Guerre mondiale. Il disait dites ce que vous voulez de moi, ne me dépeignez juste pas comme un pleurnichard. Donc, si on peut considérer que c'est peut-être un peu enjolivé, notamment pas vraiment question de dictature, parce que c'est surtout que ça se débat pour le cas de Pilsudski. Je pense que le livre est à prendre comme il est. On peut faire preuve de recul, et puis si jamais on a on se questionne, on peut aller se renseigner ailleurs sur des événements. Est-ce qu'il dit tout ou pas? Moi, j'ai trouvé quand même que c'était assez équilibré. Ok. Et assez honnête sur la personne. Généralement, c'est vrai que bon, s'il l'a écrit en 86, bon déjà le pauvre avait 93 ans, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un certain recul et puis moins de, on peut se permettre plus d'honnêteté, effectivement. Bien sûr, le maréchal n'était pas là pour le. Non. Son ombre n'était pas là. Donc, je conclurai cette petite introduction sur l'auteur par une illustration de en quoi Pilsudski a été important pour la Pologne après même sa mort. Car, je vais vous lire l'inscription sur le pavillon polonais de l'exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne qui a eu lieu à Paris en 1937, donc 2 ans après sa mort, et qui le décrivait en ces mots. Il y a des hommes et des travaux, des hommes si forts, si puissants, qu'ils surmontent la mort et continuent de vivre parmi nous. Bon, certes, on est sur le régime sur son régime qui lui a survécu, mais j'ai particulièrement apprécié la formulation. Donc on va pouvoir commencer. J'aimerais qu'on dise ça de moi à ma mort, mais je crois que ce ne sera pas le cas. Je pense pas que c'est accessible pour tout le monde. Alors, commençons. Donc notre histoire commence le 5 décembre 1867 à Zulow, à 80 km au nord de Vilnius aujourd'hui.
en ce qui est à l'époque le gouvernorat général de Lituanie dans l'Empire russe. C'est à cette époque que Joseph Clemens Pilsudski naît. Il est le fils de Joseph Vicenti Pilsudski, un engagé pour l'indépendance de la Pologne, et de Maria Beyiwicz, qui est, elle, une descendante de nobles. Il faudra me Et le quatrième... Il faudra me trouver un Polonais du temps qui n'est pas engagé pour la lutte pour l'indépendance. Hein. J'ai fait Joseph Conrad et quelques Polonais. Tous leurs ascendants sont toujours engagés pour l'indépendance. Bon, ils ne l'auront pas, mais c'est le côté patriote. Ça a l'air d'être partagé, effectivement. Au moins des intellectuels, je pense. Ouais. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de 12. Bon, on va dire c'est l'époque, mais même pour l'époque, c'est pas mal, quoi. Donc leurs origines familiales sont un peu aisées, mais ont quelques difficultés financières dues aux errements de gestion du père. Il est essentiellement élevé par sa mère, qui est une grande patriote polonaise, et l'instruit à l'histoire du pays et à la littérature romantique de l'époque. Ce qui fait que ça va être quelqu'un qui est vraiment passionné de littérature, et évidemment de l'histoire de son pays. Entre autres, il avait appris à parler le français, l'allemand et le russe. Bon, vu le contexte géographique et politique, ça l'oblige. Puis, après la sortie du cocon familial, il étudiera pendant 8 années au premier lycée russe de Vilno. Ouais, c'est là qu'on voit déjà cette problématique culturelle et politique. Effectivement, tu l'as dit, Vilno, c'est Vilnius, Vilna à l'époque pour les Russes. À l'époque, c'est une ville qui est juive et polonaise à quasiment, je crois que j'ai regardé à quasiment 100%, quoi. 95% de la ville est juive et polonaise, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on pense Vilnius, Lituanie, c'est logique. Mais à l'époque, Vilnius est une ville, aussi paradoxale que ça puisse être, polonaise. Alors, c'est paradoxal. Je crois qu'elle est à... Ouais, elle est à 60% polonaise, je crois, en termes de démographie. Ouais, mais à 30% juive, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une après, énorme... juif lituanien peut-être, je sais pas, mais... Ouais, mais bon, à cette époque-là, on est juif avant tout. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit bon, j'en reparlerai de toute façon, mais la reconstruction politique et ethnique et identitaire de tout cet endroit, c'est vraiment assez fou, quoi. Bref. Oui, c'est ça. Surtout dans le grand empire russe où il y a du brassage, il y a des Allemands un peu partout. Malgré tout, les gens se déplacent. Mais là, pour le coup, pour Vilnius, c'est probablement plus un héritage, je pense, de la République des deux nations. Bien sûr, mais ça ne change pas le fait que en 100 ans, enfin même moins, tu vois, en 80 ans, du coup, à post 45, la ville a été transformée à 100% dans son essence, quoi. On parle souvent, tu sais, de migration, immigration et tout ce que tu veux. On oublie ce qui s'est passé quand même à l'est de l'Odeur entre, disons, 1918 et 1950, quoi. C'est une transformation, une reconstruction complète de tous les États, quoi. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est ça, mais c'est la construction d'ethno, j'allais dire d'ethno-state, parce que d'ethno-état. Ouais, tout à fait. Parce que bon, on va bien le voir, la deuxième République polonaise, c'est multiculturel. On y viendra. Plus encore que la France aujourd'hui, mais dans un autre genre. Mais qui pose peut-être même encore plus de problèmes, ceci étant dit. Ah oui, c'est encore plus palpable, on peut le dire. Donc la mère de Pilsudski, donc qui est sa principale figure parentale, hein, son père est quelqu'un d'assez lointain et une figure pas très influente sur sa vie, meurt en 1884. Après ça, Pilsudski partira à l'université de Cracovie, en polonais, où il étudiera une année seulement avant de quitter ça parce que la médecine ne l'intéressait pas tant que ça. Et ça va être à cette occasion qu'il va être sensibilisé au socialisme, qui, à l'époque, dans la Russie, c'est ceux qui courent pour renverser le système, tout ça. Tu as évoqué Narodnaya Volia. On connaît les socialistes révolutionnaires qui vont arriver un petit peu plus tard, je crois. Et tout ça, le marxisme a le vent en poupe à l'époque, quoi, parmi les dissidents et les opposants au régime de manière générale. Ah oui, c'est la grande idéologie d'opposition au régime, hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est ça. Si bien que il va être arrêté en 86 dans le cadre d'une arrestation à la suite d'un projet d'attentat contre Alexandre III. Donc je t'invite à mettre son image, hein, le beau Alexandre III. Le taureau, c'est fait. Ouais, il est magnifique, il a l'air gentil, moins sympa que son père. Hein. Oui, que son fils. Ouais.
Alors, ça a pas l'air trop compliqué non plus quand on voit sa tête. Du coup, il est chopé et donc dans un coup de filet assez important et l'attentat va même pas pouvoir être mis en application et il va être envoyé 5 ans en Sibérie orientale. Alors, il y a pas grand chose à dire sur son séjour en Sibérie. Essentiellement, il a pas été trop à plaindre, même si comme on va le voir, c'est quelqu'un avec beaucoup de problèmes de santé, Oui, hérité dont de on cette sait époque-là, ouais, ouais, ouais. bah, ouais, c'est ça, c'est possible que ça lui vienne de son séjour en Sibérie, de tout aussi du fait que c'était quelqu'un qui alors ça vaut ce que ça vaut, dans la façon de le dire, mais quelqu'un qui vivait assez intensément. Heu, Tu peux facilement voir que c'est quelqu'un qui, heu, pouvait être, à fond dans ce qu'il faisait, et quelqu'un de très émotif, très investi et donc fatalement, bon, bah, ça consume plus facilement une personne Ouais, que, il quelqu'un de vieillit, posé. même physiquement, ça se voit, il vieillit très vite. Enfin, je veux dire, il y a une transition assez rapide qui se fait. On voit que sur la fin, c'est vraiment un vieillard, quoi. Alors que, bon, il a quoi, Il a pas 33, 70 ans, il hein. a pas 70 ans, ouais, ouais. Et les Ouais. photos sont assez. Mais ouais, ouais, il y a deux systèmes de. Bon, on en a déjà parlé de relégation sibérienne, j'en reparlerai de toute façon. Et j'en avais parlé avec Dostoïevski, effectivement, tu as la relégation à la Katorga, hein, qui est le système de bagne vraiment en Sibérie, et puis la relégation en Sibérie, où ce qu'a connu Lénine aussi, où vous êtes envoyé là-bas, et puis vous menez votre petite vie avec une pension, effectivement, dans une baraque quelconque, voilà. Mais c'est une tradition très forte chez les Polonais, les Sibiraques, qui sont plusieurs dizaines de milliers à être envoyés en Sibérie. Il en est un parmi d'autres. C'est ça. Bah, lui, il va être plutôt tranquille, entre autres du fait que, bah, c'est un noble de par sa mère, donc il va toucher une pension et il va, de Dostoïevski aussi, par, hein, mais ouais, bon, il sera quand même envoyé au bagne, hein. C'est une question de, je sais pas, après comment c'était jugé, j'en sais rien, je sais pas. En plus, oui, moi on non est à plus. des époques qui sont pas si éloignées. Mais de par ses soucis de santé et de par le fait que c'est pas un mauvais prisonnier, on va dire, il va pouvoir être transféré vers des conditions, plus au sud, en fait, moins dans l'enfer blanc, et vers des endroits un petit peu plus, vivables, quand même on reste en Sibérie russe, hein. Et du coup, bon, bah, il va purger ses 5 années en Sibérie orientale. Quand il va être revenu, il va, devenir un adhérent officiel du Parti socialiste polonais, en 1893, qui est un parti qui, se bat pour l'indépendance de la Pologne, l'indépendance, totale, hein, vis-à-vis de la Russie. Je le précise parce que c'est pas le cas de tous les socialistes, notamment le cas de Rosa Luxembourg, bon, qu'on connaît davantage dans le contexte allemand Oui, avec Karl oui, Liebknecht. oui. Pour ceux qui savaient pas, les polonaises, donc tout indiqué pour venir dire aux Allemands quoi faire, hein, bien entendu. Et cette Rosa Luxembourg, du coup, elle s'oppose typiquement, aux positions du PPS, donc l'acronyme, hein, pour le Parti socialiste polonais, parce qu'elle, elle voudrait une Pologne qui reste dans une Russie devenue socialiste, dans l'idée de l'internationalisme, plus on est socialiste ensemble, mieux c'est, bref, sa position se comprend, mais C'est l'opposition internationalisme-nationalisme, hein, voilà, c'est ça. c'est tout. Sa position se comprend, mais elle est complètement en opposition avec celle, de Pilsudski. Il va participer donc au journal socialiste qui est, bah, enfin, du parti qui s'appelle Robotnik, hein, qu'on connaît un petit peu, si on s'intéresse à la période. Ah, j'allais dire Il si va on s'intéresse à devenir Sonic. ouais, ouais, j'ai pas osé la faire, D'accord. Non, mais mais c'est l'ouvrier ou le travailleur, je crois, en polonais. Mais je trouve le mot oui, assez c'est formidable. l'ouvrier, je crois, ouais. L'ouvrier, ouais, ok. Hem Et dès 96, en fait, de par le charisme naturel, qui émane de lui, c'est ce qui sort de beaucoup de témoignages. C'est quelqu'un qui est très captivant, qui parle bien, heu et qui dégage, bah, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui avait l'air de vivre vraiment très intensément et il devait être capable de communiquer, assez efficacement, en fait, ses intentions, si bien qu'il va réussir à devenir de facto le dirigeant, ou meneur, ça dépend comment on se place, du PPS à partir de 96. Alors, c'est l'image que j'ai mis. Il est au milieu, là? J'arrive pas à reconnaître. Il est sur l'image que tu m'avais donnée de Alors l'Assemblée, là? oui, 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 c'est complètement lui au milieu. D'accord, à côté À du mec sous LSD et du mec tout à gauche qui se tout réveille. à droite Ouais. tout à droite, c'est quelqu'un qui va revenir, bah, dans notre présentation, c'est, Ignacy, Mościcki, qui va devenir président
sous le régime de la Sanation, ou de la Sanakia, ça dépend comment on se prononce. Ok. Donc c'est quelqu'un qui, on le voit bien. Alors attends, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je crois qu'il y a Slavek aussi. Non, il n'y a pas Slavek. Bah, c'est que des mecs avec des magnifiques barbes et des magnifiques moustaches. Ah ouais, puis je sais pas ce qu'ils ont pris avant la Il y en réunion, a un qui est mais possédé, oui, oui. En effet, à gauche, il est... à gauche, j'avais un pote polonais qui lui ressemblait un peu. On dirait lui à 4h du matin sans la moustache, mais après une Ah, soirée à 8 grammes, quoi. Et l'autre à côté, ouais, je pense qu'il a pris des champis avant de venir. Mais ok, non, mais très bien. Bah, ils ont un physique, hein, c'est comme ça arrive. ouais, il a vu des choses. Et on voit l'air un peu sévère hein, depuis jusqu'il a vraiment pas l'air... Tout à fait, tout à fait. il a pas l'air rigolo. Non, pas trop. Donc suite à ça, donc il gravit les échelons du PPS, tout ça, pour devenir quelqu'un d'important. Il va se faire arrêter en 1900, dans le cadre d'un autre complot, c'est les conspirations de l'époque. Il va être envoyé dans un hôpital du fait de ses... donc à titre disciplinaire, hein, un hôpital du fait de ses mauvaises conditions de santé, qui, à fond, qui... c'est pas recommandé de l'envoyer tout de suite en Sibérie, même si c'est ce qui est prévu. Sauf que il va pas y retourner, du fait que des camarades à lui vont l'aider à s'évader de l'hôpital, alors avec un stratagème rocambolesque que je vais pas détailler, et il va réussir à repartir dans la nature. On va avoir tout le bordel de la guerre russo-japonaise de 1804-1805, où entre autres il va proposer le soutien au Japon et tout ça, mais bon, ça va pas se concrétiser. Cependant, dans le cadre de la révolution de 1905, il va créer l'organisation de combat du PPS, qui va devenir le noyau de la future organisation militaire autour de Pilsudski au sein du Parti socialiste. Ce qui va causer pas mal de tensions, notamment on va avoir une scission entre les anciens et les jeunes au sein du parti en 1906. Pilsudski fait partie, lui, des anciens. Et en 1910, l'étape dans la militarisation du parti, c'est la création de l'association des tireurs, donc qui va avoir lieu en Autriche-Hongrie. On rappelle l'Autriche-Hongrie qui possède la Galicie-Volhynie et notamment la ville de Cracovie. Donc il y a beaucoup de Polonais en Autriche-Hongrie, qui ont une place d'ailleurs assez importante. Je crois même qu'on avait eu des premiers ministres qui étaient polonais. Et donc tout ça pour entraîner justement des membres du parti à l'exercice du tir. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, Pilsudski, donc j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la réception sur Kaiserreich, mais il voit vraiment un plan du déroulement de la guerre. L'idée, c'est on utilise les forces centrales pour battre la Russie, donc libérer la Pologne de l'emprise russe, puis ensuite on se retourne contre les puissances centrales et on soutient l'entente. Et avec ça, on obtient une indépendance de la Pologne et le desserrement de l'étau austro-hongrois et allemand sur le pays. On va voir que Très clairement, on peut lui reconnaître, il a tout vu clair dans ses annonces. Hein. C'est assez impressionnant de ce point de vue-là, ouais. à quel point il a dicté ce qui effectivement va se passer dans les faits. Quoi. C'était son plan, et effectivement, il a eu. Le destin a été généreux avec lui, on peut dire, en ce sens-là. Enfin, le destin et les faits, quoi. Est-ce que c'était écrit ou pas, la défaite, bon. L'histoire lui a donné raison, en tout cas. C'est ça. Donc, au commencement de la guerre, c'est surtout chez les Autrichiens où les choses ont commencé. Donc, ils vont recevoir, lui et les engagés du PPS vont recevoir un équipement très minimaliste de la part des Autrichiens. Et ils vont former les légions polonaises, donc avec l'accord des autorités de Vienne, qui sont sous commandement nominal autrichien, mais dans les faits, c'est des unités autonomes. Il va y avoir des conflits avec la hiérarchie autrichienne qui veulent vraiment avoir une meilleure prise sur eux, mais ça va être des emmerdes constantes. Donc je passe tout la petite étape de c'est eux qui sont les premiers à pénétrer sur le sol polonais, notamment dans la ville de Kielce, où ils sont accueillis à bras ouverts, mais ils doivent vite se barrer parce que il y a des troupes qui se ramènent, pour aboutir à l'arrivée dans Varsovie
Donc on saute toute une année, hein, mais de toute façon, c'est les combats en Pologne avec toute l'offensive russe en Prusse orientale, puis les contre-offensives allemandes et les Austro-Hongrois qui sont beaucoup plus à la peine. Mais du coup, on arrive le 15 août 1915 à Varsovie, où Piłsudski et les hommes qui sont avec lui sont accueillis par une grande manifestation de soutien. Ce qui ne plaît pas forcément aux Allemands, et ils se retrouvent donc expulsés de la ville pour éviter de l'agitation et qui en gros les emmerde, quoi. Il affiche auprès de ses soutiens et auprès des divers nationalistes polonais une ligne assez ferme sur comment se comporter avec les puissances centrales, c'est-à-dire afficher clairement les revendications et disposer de garanties sur le fait que une potentielle Pologne indépendante dispose de ses propres forces et ne soit pas juste un État vassal de l'Autriche-Hongrie ou de l'Allemagne. Bon, ce qui n'est pas trop dans les plans allemands ni austro-hongrois, hein, on va être honnête. Donc il va commander en personne du début de la guerre jusqu'à 1916, jusqu'à juillet 1916 précisément, ces unités. La dernière fois où il va commander, ça va être durant l'offensive Brusilov, en juillet 1916. Et il va démissionner le 28 pour se concentrer à faire davantage du travail de fond politique pour la cause de l'indépendance. On arrive le 5 novembre 1916 à l'institution officielle du Royaume de Pologne, donc l'État, comment dire ça, marionnette, ouais, on va le dire, l'État marionnette des puissances centrales en Pologne pour donner un peu de gage aux nationalistes et dans l'espoir de constituer une force armée qui pourra les épauler dans les combats. Donc c'est une première, c'est quand même une première parce que c'est la réapparition de la Pologne sur la carte de manière officielle. Bon, avec des frontières qui sont extrêmement réduites, hein, on est juste sur le royaume historique de Pologne, donc le royaume du Congrès qui faisait partie de la Russie, et certainement pas des parties austro-hongroises et allemandes. Et ça va aboutir à la création du Conseil d'État provisoire, dont Piłsudski va être nommé membre, qui en gros va avoir une charge exécutive dans ce nouvel État. Sauf que ça ne va pas forcément bien se passer, notamment Piłsudski va se heurter au relatif manque de motivation de la part des autres membres du Conseil à être ferme en fait vis-à-vis des occupants allemands et autrichiens. Bon, on peut les comprendre, leur position est vraiment pas avantageuse, si bien qu'il va démissionner en juillet 1916. En gros, il pouvait vraiment rien faire et il était confronté à la raison d'être de cet État polonais qui n'était certainement pas de donner un avenir, on va dire, indépendant à la Pologne. Et on arrive sur ce qui va causer la fin de son activité pour le reste de la guerre, qui est le refus des légionnaires sur son instruction, mais pas que, hein, il l'aurait probablement fait même s'il n'en avait pas reçu les instructions, de prêter serment au futur roi de Pologne. Alors roi de Pologne qui n'adviendra jamais, mais en refusant de prêter serment au futur roi de Pologne et à la fraternité des armes avec les Allemands et les autres Hongrois, ça veut dire on n'est pas fidèle aux puissances centrales, donc c'est des potentiels traîtres. On arrête tout ça et ça part dans des camps de prisonniers, notamment Piłsudski, qui lui est arrêté entre le 14 et le 22 juillet. Alors plus précisément, lui, c'est le 22 juillet 1917, où il est arrêté, et il est transféré dans diverses prisons à travers l'Allemagne, pour finir dans la prison qui sera sa dernière, le 22 août 1917, à Magdebourg. Donc là-bas, il va y passer le reste de la guerre, vu qu'il n'en sortira que le 8 novembre 1918. Pendant tout le temps du reste de la guerre, on a l'instauration d'un conseil de régence en Pologne, avec diverses figures du paysage polonais. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis ce que je croyais être le premier gouvernement, comme tu avais mis, et puis, mais je suis pas sûr, parce qu'en fait, Piłsudski est dessus, alors, donc voilà, ça doit pas être ça. Oui, alors, non, ça c'est le premier gouvernement
à l'indépendance, Ok. véritable, Et donc d'ailleurs, après la guerre. je tiens à signaler qu'à sa gauche, c'est Nicolas Il y a Sarkozy avec Sarkozy. une moustache, hein, voilà, Ouais, c'est 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 complètement Nicolas Sarkozy, c'est c'est terrible. incroyable, c'est incroyable. Ouais, il était déjà là. Peut-être qu'il avait des racines polonaises aussi, on sait pas. On ne sait pas, avec ces gens-là, tu sais, ils sont un peu de partout, hein. Ah bah, la Hongrie, la Pologne, c'est pas très loin après tout. Ouais, puis pas seulement, mais bon, bref. Donc, on a tout un bordel qui se passe en Pologne, mais sur la fin, on a les Allemands qui, donc sur la fin de la guerre, vraiment, hein, durant la fin 1918, les Allemands qui viennent auprès de Piłsudski pour lui demander: «Oui, est-ce que, si on vous libère, et on vous renvoie en Pologne, est-ce que vous accepteriez de ne pas trop nous faire chier avec les frontières et tout ça?» Piłsudski va à chaque fois refuser, il veut pas avoir de collier en fait autour du cou, surtout vis-à-vis des Allemands. Euh, et donc à chaque fois, bon bah, il va faire non. Ce qui va pas changer grand-chose parce que le 8 novembre 1918, il va être transféré à Berlin où il va voir le début de l'agitation révolutionnaire, hein. Ça commence à chauffer, les spartakistes, tout ça. Le début, enfin la fin du Kaiserreich et le début de la République de Weimar. Et il va arriver à Varsovie le, le 10 novembre 1918. Et c'est là qu'on peut commencer vraiment à parler d'indépendance. Donc à ce moment-là, en fait, c'est la déconfiture totale. Bon, l'Allemagne, c'est la fin de la guerre, hein, donc on a vraiment une désagrégation totale des forces d'occupation allemandes et austro-hongrois, j'en parle même pas, hein, en Pologne. On a des désarmements de soldats par une toute petite force armée polonaise qui commence à se constituer. On récupère des armes et tout ça. On se prépare en fait pour l'après-guerre. On a la proclamation d'un premier gouvernement républicain par des partis socialistes et paysans à Lublin, donc dans la Pologne historique, qui est le premier vraiment gouvernement proclamé. Vous avez à l'image, Sauf même que si c'est un peu flou, la Pologne en mi-novembre 1918, voilà, dans l'état de ses frontières. ouais, c'est ça. Donc le royaume et encore. Et avec la région de Poznan justement qui va lui être récupérée, enfin On y viendra, ouais. lui être accordée, ouais. Avec justement la Galicie, je sais plus le nom, ou c'est la Lodomérie, la Landomérie. Euh, bref, la partie vraiment ukrainophone, qui va être une source de problème. Donc on va avoir des négociations hein, avec les soldats allemands qui partent. On veut pas, c'est la fin de la guerre, on veut pas qu'il y ait des combats inutiles. Et on va avoir la dissolution de tous les gouvernements euh, pour en voir émerger un nouveau le 14 novembre. En gros, l'ancien conseil de régence va transmettre à Piłsudski, je cite, ses devoirs et responsabilités envers la nation polonaise. De fait, Piłsudski va avoir un pouvoir absolu et il va devenir un dictateur. Et cela jusqu'au 20 janvier 1919. Et officiellement, Donc, l'indépendance, c'est le 11 novembre, c'est toujours si je ne dis pas de bêtises, la fête nationale polonaise aujourd'hui. Mais je peux me tromper, mais je crois. Ce serait logique. Ce serait logique. Donc, à ce moment-là, on a vraiment un État polonais qui commence à prendre clairement forme. Et on a déjà les premiers combats contre les Ukrainiens, cette fois-ci, dans la région notamment de Lvov. Alors, Lviv, bon, ça dépend comment on en parle. Donc, dans cette partie ukrainophone, qui aujourd'hui appartient à l'Ukraine. Hein. Combats qui vont se solder par le départ des Ukrainiens le 22 novembre. Tu peux. Alors, est-ce que c'est cette carte-là, ou est-ce que tu peux passer éventuellement à la 16 pour qu'on voit un petit peu la tête de. Enfin, la répartition, on va dire, de l'Ukraine, ce qui reste de l'Ukraine, parce que bon, à côté, on a tout le bordel de la guerre civile russe. Hein. L'Ukraine indépendante, elle a déjà pris un taquet par les bolcheviks, enfin, au moins en partie. Donc c'est là, tout le bordel d'après. On est un petit peu plus tard aussi, hein. C'est pour ça que je l'ai mise plus tard, on est en mars 1919. Ouais. Oui. Mais là, on voit un petit peu en fait en quoi c'est en bleu violacé qu'on voit un peu l'extension de cette Ukraine
cette Ukraine en Pologne. Donc on a ces combats et on a la nomination officielle de Piłsudski à la tête de l'État, où il a des pouvoirs très larges. Il peut nommer les ministres, les fonctionnaires, faire lui-même les lois, les budgets, et ce jusqu'à la réunion d'une diète constitutionnelle, ou sejm en polonais, pour donner un cadre à tout ce bordel. On a le début aussi des tractations avec le Comité de Paris, qui est lui dirigé par Roman Dmowski, qui est en fait le deuxième représentant d'un État polonais ou se revendiquant polonais, et qui était en contact lui avec l'entente depuis plus longtemps. Mais je me permets de le dire, on est sur un gouvernement plutôt socialiste avec Piłsudski. Tu l'avais noté, la journée de 8 heures et la semaine de 46 heures, alors ça n'était pas juste, mais je sais pas comment ils se débrouillent pour faire ça. Et puis le droit de vote des femmes, voilà, on est dans un gouvernement socialiste. Voilà, donc Piłsudski est encore socialiste, soutenu par les socialistes, on dira ça comme ça, peu importe. Il est encore largement soutenu par les socialistes, il est toujours officiellement socialiste, bien qu'on va le voir, pour lui le socialisme c'est avant tout un moyen d'accéder à l'indépendance de la Pologne, et c'est nationaliste d'abord, socialiste ensuite, et polonais avant tout, on va dire. C'est une belle formule. Ouais. Donc on a ces tractations avec le Comité de Paris qui sont extrêmement importantes parce que l'objectif de Piłsudski, c'est de constituer une armée polonaise pour que le pays puisse se défendre. Donc le pays va commencer avec une armée qui est de 50 000 hommes, une petite force, qui manque globalement de matériel. Les combats sont contre les Ukrainiens et contre les bolcheviks qui progressent un petit peu partout. Je me répète, mais c'est le bordel, l'après-guerre. Il faut comprendre que pour ceux qui font pas le lien, mais le pays déjà est ravagé puisqu'il y a eu la guerre. Oui. En plus de ça, c'est un pays qui doit unifier ce qui était auparavant et depuis longtemps des parties russes, allemandes et austro-hongroises qui n'avaient pas les mêmes lois, qui n'avaient pas les mêmes monnaies, qui n'avaient aucun système similaire, même ferroviaire, et même les vétérans pour former l'armée, ils viennent de 3 armées différentes, quoi. Donc. Exactement. C'est un colossal merdier. Et là-dedans, le nouvel État polonais doit s'y incruster. Donc on a des soucis notamment, alors qui dégénèrent pas tout de suite en combat, mais on a des problèmes en Poznanie, donc la région de Poznan qui est encore aux mains de l'Allemagne. C'est ce que j'ai mis là à l'image, on voit le matériel, ils ont récupéré du matériel allemand, très clairement, en Poznanie, et c'est pas de l'agitation, ils la récupèrent, parce qu'on voit ce qu'on a vu en bleu là sur la carte, c'est une insurrection, qui sera reconnue à Versailles. C'est ça. Il va y avoir une insurrection justement en Poznanie. En fait, Piłsudski va y passer, et il va partiellement être la cause de l'explosion justement en Poznanie. Mais c'était prévu que la Poznanie justement soit transférée à la Pologne. C'est juste que ça s'est fait un petit peu plus vite. Donc on a aussi des soucis en Poméranie. Donc la Poméranie, c'est ce qui va devenir le corridor de Danzig, ou Gdansk, comment on se place. Et dans la Silésie de Cieszyn, qui là est un problème avec les Tchèques. Il viendra un peu plus tard. Donc on va avoir des tentatives de coups de force de la part de groupes de droite, le 4 et 5 janvier 19, ça va aboutir à rien. Et on va avoir les premières tensions de Piłsudski et les socialistes, parce que Piłsudski, ce qu'il veut, lui, c'est un gouvernement qui se veut davantage représentatif des forces politiques nationales. Donc il veut ouvrir, le gouvernement donc, au travers des ministres qu'il nomme à la droite, notamment à l'époque à la démocratie nationale de Roman Dmowski, dont il n'est pas encore un adversaire mortel. Ça, les socialistes vont pas trop l'apprécier. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est un gouvernement vraiment socialiste et aboutir tout le délire socialiste. On fait les civilisations, tout ça pour aboutir au socialisme, blablabla. Ce qui peut se comprendre. À l'époque, ils sont en position de force et Piłsudski est toujours un socialiste. Ça leur plaît pas trop. Sauf que c'est pas ce que veut Piłsudski. De fait, on va aboutir au ralliement du Comité de Paris le 16 janvier, qui est particulièrement important parce que ça va permettre de organiser le transfert de l'armée de Joseph Haller, donc qui est le général commandant des forces polonaises
en France, donc qui était, je crois, engagé aux côtés des Austro-Hongrois, puis qui est passé du côté des Russes, qui allait jusque dans le nord de la Russie pour aller en France après Brest-Litovsk. Bref, lui, il a eu toute une aventure. Et il est à la tête d'une petite armée d'environ autant que l'armée nationale, 50 000 hommes. Sauf qu'eux, ils sont équipés à la française, donc c'est bien mieux que les bric-et-broc de l'armée nationale. Et Piłsudski veut mettre la main sur cette armée parce que c'est vraiment un noyau qui a de l'expérience et qui pourrait peser. Et on a aussi le début des négociations qui commencent à Versailles pour le traité. On a le 23 janvier l'attaque des Tchèques dans la Silésie de Cieszyn, que j'ai évoqué. En gros, c'est une toute petite partie de la Silésie où des Tchèques sont présents, mais aussi des Polonais. Et ça va rester sous contrôle tchèque jusqu'à la crise des Sudètes, je crois. Parce que la crise des Sudètes, l'Allemagne va mettre la main sur les Sudètes et la Pologne va en profiter pour récupérer ce petit bout de territoire. Et ça va être un contentieux diplomatique entre les deux pays jusqu'à la disparition de la Tchécoslovaquie. Ce qui fait que les relations entre les deux pays vont rester dégueulasses pendant toute l'entre-deux-guerres. Assez terrible. Donc on a la première élection nationale le 26 janvier 19, 330 députés, et on a une tripartition du pays. 34% à droite, 31% au centre, 30% à gauche. On va diriger un pays avec ça. Et la Diète qui se réunit officiellement le 10 février. Piłsudski démissionne officiellement le 20 février, sauf qu'il est reconduit par les députés à la tête de l'État. Avec à peu près les mêmes pouvoirs parce que la Diète n'a pas encore rédigé de constitution. Sauf que là, il a été remis au pouvoir de manière légale, on va dire. Et c'est là qu'on commence tout le bordel avec la guerre avec les bolcheviks. Alors c'est fait de plein de petites opérations, de grandes offensives, qui va culminer bien sûr avec la fameuse bataille de Varsovie. Mais en gros, les choses commencent à partir du 19 avril où les forces polonaises vont pénétrer dans Wilno, qui est aux mains alors des bolcheviks, et s'emparer de la ville. À l'occasion, Piłsudski va faire une proclamation à destination des Lituaniens, auquel il s'adresse en tant qu'habitant du Grand-Duché de Lituanie. Donc là, référence à l'époque de la République des deux Nations, où la Lituanie était constitutive d'une union politique avec la Pologne. Là, vous voyez le rêve humide des Polonais à l'écran. Ah, exactement. Qui va partiellement être le rêve de Piłsudski, mais sous une nouvelle forme, qui ne trouvera jamais d'ailleurs de matérialisation concrète. Il va proposer entre autres quelque chose à la Lituanie, c'est-à-dire vous voulez Vilnius, vous considérez que c'est votre capitale, ok, on vous rend Vilnius si vous acceptez de faire partie d'une fédération avec la Pologne. Sinon, on va garder Vilnius et vous allez vous faire mettre. Les Lituaniens ont refusé pour conserver leur indépendance. Et ça fait un pays de plus avec lequel les relations vont être dégueulasses pendant tout le reste de l'entre-deux-guerres. C'est ce qu'on disait, Vilnius à l'époque, c'est une ville polonaise et juive, absolument pas lituanienne. Et c'est vrai qu'on va être, tout ce qu'on va voir là, on va être dans le bordel de la première recomposition européenne où on tente d'avoir des frontières ethniques peu ou prou, mais avec une logique différente de ce qui sera fait après 45, où on crée des frontières, s'il le faut, ex nihilo, environ des millions de gens, ça a été le cas pour les Allemands à l'Est, mais avec un but non pas d'avoir des frontières qui sont peu ou prou là où on est majoritaire, mais carrément de créer des pays mono-ethniques. Puis la différence, en fait, parce que on peut assimiler les deux, mais la différence fondamentale entre 18, où c'est le bal des vautours et chacun sa merde, chacun essaie de prendre... Bordel, voilà. Les vainqueurs sont en mesure d'imposer leurs lois partout en 45 parce qu'ils occupent le terrain. Et c'est ce qui ne sera pas le cas au moment de Versailles. On a beau faire la paix en 1919, peu importe les dates, les différents traités qu'on aura à Trianon et compagnie.
là, ils occupent le terrain en 45 et ils peuvent dicter ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est vrai que l'établissement des frontières polonaises est un des épisodes les plus complexes de l'après-Première Guerre mondiale, quoi. La majeure partie va se faire par les armes, entre guillemets, quoi. Ce qui est à l'est de l'Allemagne, c'est le Far Est. Ouais, C'est vraiment la course à. Piłsudski le dira bien, hein, c'est au fil de l'épée que justement les frontières vont se constituer. Et à l'époque, on a les différents nationalistes, nationalismes dans les pays baltes, tout ça, qui sont en lutte contre les bolcheviks aussi. Ah oui. Tout le monde se bat à l'époque. La guerre, elle est finie uniquement pour les mecs à l'ouest. Sinon, à l'est, il n'y a rien de fini. Hein. C'est même presque que le début. Et on a ce paradoxe justement de Vilnius, hein, pour vite fait finir là-dessus, où Vilnius, c'est la capitale historique de la Lituanie, sauf que c'est pas une ville lituanienne du tout. Du coup, leur capitale sera Kaunas pendant toute l'entre-deux-guerres, quoi. Et ils ne récupéreront Vilnius qu'à l'issue, qu'à l'indépendance en fait de la Lituanie vis-à-vis de l'URSS. Même si Vilnius devait être là aussi la capitale de la République socialiste Je ne sais pas. soviétique de Lituanie. Je pense que oui, moi je pense que tout ça a été refusé par l'oncle Joe de façon tout à fait dictatoriale. Mais bon. C'est ça. Mais bon, ils n'étaient pas indépendants. Je peux me tromper, je vérifierai. Ça me surprendrait pas, mais de toute façon, ils n'étaient pas indépendants. Voilà. Donc, dans ce contexte de combat qui commence face au danger bolchevique pour la Pologne, on a l'arrivée le 20 avril de la fameuse armée de Joseph Haller, qui arrive avec un petit cadeau de Lloyd George, Premier ministre britannique. En gros, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette armée presque flambant neuve pour affronter les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, il y a toute la société des nations et tout ça, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en gros, les Ukrainiens bénéficient de sympathie à l'Ouest, et on a toute la lutte pour la domination de la Galicie-Landomérie entre Polonais et Lituaniens qui va du coup se faire, alors pas à coups de bâton, mais à force de milices et de troupes plus ou moins improvisées du nouvel État polonais et de ce qui reste des combattants ukrainiens. Mais avec ou sans armée de Joseph Haller, en fait, les Polonais vont réussir à joindre la frontière roumaine et ils vont aller jusqu'à la rivière Zbruks, qui va parachever la conquête polonaise de la Galicie orientale le 17 juillet. Donc on a une uniformisation à l'époque des différentes unités et tout ça. On tente d'organiser le merdier total. Et quand on regarde un peu plus à l'est, on a toujours, comme je l'ai dit, la guerre civile entre rouge et blanc. Et Piłsudski, face à la situation, il va pas avoir trop confiance en les blancs. Alors, pour diverses raisons, l'analyse de leur désunion et de leur potentiel militaire respectif, mais aussi parce que les blancs ont un réel problème avec la Pologne indépendante, qu'ils ne conçoivent pas, déjà ils ne conçoivent pas d'indépendance pour les pays baltes. Ouais, ça c'est le grand problème géopolitique des blancs, c'est la tractation avec les ex-pays de l'Empire. Hein. C'est problématique, quoi. Ouais. Piłsudski, lui, il veut des pays baltes indépendants pour faire un glacis en fait face à la Russie. Et ils ne conçoivent pas une Pologne dont la frontière s'étend au-delà de la rivière Bug, ou Bug, c'est quoi on prononce, ce qui réduirait fortement les frontières nationales. Donc on aboutit à pas une alliance entre la Pologne, la nouvelle Pologne et les Blancs, mais pas plus avec les bolcheviks, parce que des négociations vont être tentées, après des combats, mais il n'y a pas de guerre officielle. Et ces négociations vont échouer. Les armées vont avancer au gré des combats, si bien que le 8 août, on a l'armée polonaise qui pénètre dans Minsk, capitale de la Biélorussie. Nouvelle occasion pour Piłsudski de s'adresser à un ancien peuple de la République des deux Nations, où la Biélorussie, on l'a évoqué pour les états tampons de l'Allemagne dans Kaiserreich, c'est compliqué à l'époque. Il y a un terreau d'identités distinctes, des identités russes et ukrainiennes, mais c'est pas encore quelque chose de très établi. Et Piłsudski, lui, il a l'idée de mettre en place un Piémont, c'est-à-dire il soutient l'idée d'une indépendance biélorusse, aux côtés bien sûr d'une indépendance ukrainienne, qui pour lui est extrêmement importante,
et ça va lui causer beaucoup de problèmes, pour se donner plus de marge face à la Russie. Bon, finalement, ça ne va pas aboutir, et on va avoir la frontière polonaise qui va être juste à côté de Minsk, in fine. Mais on voit déjà ce qui se dessine avec le projet qui était appelé en Pologne Międzymor ou Intermarum, autrement dit, donc le projet entre la mer, qui était l'idée de toute une alliance, un réseau d'alliances slash potentielle fédération entre les pays les pays baltes, la Pologne, une Ukraine et une Biélorussie indépendance pour faire barrage aux ambitions de retour de la Russie bolchevique, puis ensuite l'Union soviétique. Et ça va être pas mal contrarié, mais pas totalement. Donc on va avoir diverses décisions à l'ouest qui vont emmerder les Polonais avec la Galicie orientale et les Ukrainiens, hein, notamment le fait que la Galicie orientale doit être soumise à plébiscite, ça se fera jamais. La Parce que question sera tranchée par Staline, de toute façon. Et puis après par la oui, guerre, parce que 25 ans avant le plébiscite, bon, voilà. ouais. Bah, ça va aussi être annulé parce que les Polonais, avec leur délégation, vont faire pression sur les Français, et les Français vont aller dans le sens des Polonais, si bien que ça va pas les contraindre, pas tout de suite. Donc dans ce contexte-là, en fait, après l'échec des négociations, les combats qui persistent contre les bolcheviks, Pilsudski a vraiment la volonté d'aller à la confrontation avec la Russie. Il se satisfait pas du tout des tentatives de conciliation avec Lénine, hein. Lénine va jusqu'à offrir Minsk à la Nouvelle-Pologne. Sauf que ce que Pilsudski veut, c'est battre la Russie. Il veut infliger une défaite militaire à la Russie pour que celle-ci soit forcée de reconnaître l'indépendance de la Pologne, mais pas que, notamment des États baltes, idéalement d'une Ukraine et d'une Biélorussie indépendante, pour que l'indépendance soit vraiment sécurisée et que ce ne soit pas juste les bolcheviks qui gagnent du temps pour ensuite revenir une fois qu'ils sont forts et qu'ils n'ont plus les blancs pour les taper dans le dos. C'est avec ça qu'on va aboutir à ce qui va devenir la guerre russo-polonaise de l'après-guerre. Et ça va commencer concrètement par divers assauts, notamment vers l'Ukraine. Donc, on a dans le même temps la prise de possession officielle par la Pologne de la Poméranie, donc la région de Danzig ou Gdansk, comment on le place, entre le 17 janvier et le 10 février 1920, à la suite de la ratification du traité de Versailles le 10 janvier 1920. Et les mots, on en vient enfin, de Pilsudski sur la nouvelle organisation territoriale polonaise, c'est « Tout ce que la Pologne recevra à l'ouest sera un cadeau de l'entente. En revanche, à l'est, nous serons seuls et devrons notre frontière orientale à nos propres forces. » Il est officiellement nommé maréchal le 19 mars. Bon, ça va pas vraiment avoir trop d'importance, bien qu'il va être le seul maréchal de Pologne jusqu'à sa mort. Il sera succédé ensuite par un autre, un Ritz Midli, mais bon, on y viendra un peu plus tard. Sur la fin, surtout. Et on arrive dans le dur avec les opérations contre les bolcheviks. Donc je passe sur le détail de toutes les opérations, c'est quelque chose de compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'est l'attaque polonaise sur Kiev. En gros, Pilsudski a recueilli les forces de Simon Petliura, donc qui est un combattant pour l'indépendance ukrainienne, qui est eu, soit dit en passant, une figure indépendantiste bien plus positive que Bandera et moins sujette à controverse, mais passons. On lui a trouvé des défauts quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je pense pas qu'il soit aussi gros, mais Non, il est moins controversé, effectivement. c'est ça. Mais il est aussi moins connu, il a moins marqué. Ouais, pas la même époque. C'est ça, il a moins marqué. Mais donc, on a un accord polono-lituanien qui est signé le 21 avril, qui reconnaît l'indépendance ukrainienne,
dirigé par Petliura, et l'établissement officiel d'une frontière. On lit ça avec une alliance militaire, et le 25 avril, c'est le début de la dite expédition de Kiev, qui aboutit le 7 mai par l'entrée des forces polonaises dans Kiev. Donc vous pouvez le voir, hein, c'est la carte en juin 1920, hein, la Pologne est bien étendue, et elle a atteint Kiev. Sauf que ça va assez vite changer. En fait, les bolcheviks vont passer à l'attaque très concrètement. On va avoir les attaques à partir du 14 mai en direction de Minsk. Donc, les forces bolcheviques qui sont commandées par quelqu'un qu'on connaît aussi, hein, si on s'y intéresse, qui est Mikhail Tchoukachevski. Donc, le grand maréchal et théoricien des opérations en profondeur dans la future Russie soviétique, qui va ici faire montre de ses capacités militaires. Donc on va avoir toute une série d'attaques qui vont forcer les forces polonaises à se replier. En fait, les Russes avancent tellement vite que si les Polonais restent sur place, ils prennent le risque de se faire balayer. Du coup, on a un repli sur des positions préparées sur la ligne de tranchées allemande, puis sur d'autres, si bien qu'on va avoir presque un mouvement ininterrompu de retraite, qui vont aboutir à une véritable crise du gouvernement. Le gouvernement central va se chier dessus. On va avoir le début des premières critiques virulentes contre la personne de Pilsudski, venant notamment de la droite. Et plus précisément, quand on parle de droite ici, c'est la droite de la démocratie nationale, hein, donc de Roman Dmowski, qui ne vont presque jamais cesser d'attaquer sa personne. Donc on a toutes les avancées bolcheviques, si bien que on arrive à la situation du 13 août, 13 août 1920, où les bolcheviks sont aux portes de Varsovie, et où là tout peut basculer. Les soviétiques bolcheviks sont en supériorité numérique. Ils ont, pour donner une idée, ils ont 20 divisions à opposer à 13 divisions polonaises. Les Polonais qui n'ont pas arrêté de replier, le moral est assez chancelant, bien qu'il y a la capitale à défendre. Mais c'est surtout la détermination politique qui pose question. En fait, la crise est tellement profonde que le gouvernement, le gouvernement sous Pilsudski va entamer des négociations avec les Alliés, et ils vont demander la médiation du Royaume-Uni pour que la Pologne en fait ne disparaisse simplement pas. Ces négociations, elles vont aboutir à quelque chose qui va être un gros boulet pour la situation à venir. Donc tout ça va se passer à la conférence de Spa, Spa qui se trouve en Suisse, et à l'établissement d'une proposition d'armistice et une nouvelle frontière. En gros, la Pologne doit renoncer à presque toutes ses conquêtes à l'est, à Wilno, à l'application du plébiscite en Galicie orientale pour l'autodétermination des Ukrainiens locaux, plébiscite en Silésie de Cieszyn, donc tchèque, un futur traité avec la ville libre de Gdansk, Danzig. Oui, parce qu'on rappelle, hein, Danzig, c'est pas la Pologne, hein, c'est une cité libre, de même que Memel à l'époque, jusqu'à son absorption en 1937 par l'Allemagne. Et avec ça, on a l'entente, ce qui reste de l'entente, qui s'engage à soutenir la Pologne dans ses négociations et potentiellement militairement si les bolcheviks venaient à ne pas reconnaître leur part des accords. C'est quelque chose qui va absolument horrifier Pilsudski, parce que lui, il n'est pas dans un état d'esprit, on va dire, défaitiste. Il voit bien que les troupes reculent, mais il a préparé des trucs. Et il voit surtout ça comme des contraintes politiques à venir. Et là-dessus, il va pas vraiment avoir tort. Ces négociations vont ensuite aboutir à l'arrivée le 25 juillet de la mission diplomatique et militaire du Conseil stratégique interallié,
donc mené notamment par le général français Weygand, et avec la présence d'un petit officier à Un l'époque capitaine. c'est ça, Charles de Gaulle, qui va être présent. Alors, on en a beaucoup fait, enfin, rétrospectivement, on en a beaucoup fait sur cette mission militaire. Dans les faits, c'était pas quelque chose de très important. C'était davantage des conseils. En fait, c'est ce qui est dit dans la biographie, c'est que Weygand va prodiguer des conseils, il va conseiller des noms de généraux et tout ça pour des négociations, enfin pour des postes. Il va proposer des plans pour des opérations, notamment pour la bataille de Varsovie. Mais ce ne sera pas notamment lui le chef, le chef de quelconque unité, il n'aura pas de commandement, et ce ne sera pas lui le concepteur du plan de la bataille de Varsovie. Parce que certains vont aller lui attribuer, sauf que c'était pas lui. Et Oh, il le dira bien lui-même d'ailleurs, cette bonne guerre, hein. a posteriori. Cette bonne guerre quand on est français ou autre de dire. Mais Ah, c'était pas lui. ouais, Weygand bien sûr. justement lui-même dira bien que c'était pas lui qui a fait le plan, mais c'est les éléments de la démocratie nationale qui a posteriori vont dire que c'est pas Pilsudski qui a fait le plan, que c'était Ouais, ouais. Weygand, c'est les Français et tout ça. Ouais, je comprends. Donc la mission militaire qui a quand même une importance parce que ça montre les liens de soutien de l'entente et de la France vis-à-vis de la Pologne, mais dans les faits, c'est pas grand-chose. Donc on a des négociations qui commencent. Donc entre la Pologne et la Russie bolchevique qui commence à Minsk, et entre la Russie bolchevique et le Royaume-Uni qui fait intermédiaire à Londres à partir du 8 août. Donc on a des négociations séparées. Qu'est-ce qui peut mal se passer? On a aussi tranquillement les bolcheviks qui préparent un petit comité révolutionnaire provisoire polonais pour quand Varsovie sera pris. Et ensuite l'installation des autorités communistes qui iront bien une fois que tout ce bordel sera réglé. Et on arrive au 13 août où les bolcheviks lancent l'assaut justement sur Varsovie et entament la fameuse bataille du même nom. En face, Pilsudski, lui, il a préparé un plan qui est de permettre l'encerclement des forces bolcheviques. En fait, il veut que les bolcheviks s'avancent le plus possible en territoire polonais. Alors notamment, on peut le voir dans les territoires au nord de Varsovie, pour effectuer une manœuvre tournante depuis le sud, et ainsi les encercler et les empêcher d'effectuer retraite. Et il va lancer cette opération le 16 août. Pour ce faire, il va devoir répartir les effectifs qu'il a. Alors, il est passé de 13 divisions à 15 divisions. Et il doit consacrer 10 divisions à la défense de Varsovie et du reste de la ligne de front. Et il dispose de 5 divisions pour mener la contre-attaque. Il aurait aimé, a posteriori il le dira, qu'il aurait aimé disposer de davantage de divisions pour l'attaque, sauf que, de par l'importance politique de la capitale, il fallait y consacrer des effectifs, alors que dans les faits, plus les bolcheviks s'avançaient, mieux c'était. Mais bon, la réelle politique, les considérations de la politique qui sont derrière, Ouais, symbole aussi. c'est ça. Si Varsovie était tombée, ça aurait été effectivement tragique. Et ça aurait peut-être même tout cassé. Mais bon, on ne sait pas. Et donc la contre-offensive plutôt polonaise commence le 16 août. Elle va durer jusqu'au 18. Et elle va extrêmement bien fonctionner. En gros, les Polonais vont exploser tout le flanc sud des bolcheviks. Ils vont prendre plusieurs villes à la chaîne, si bien que les forces bolcheviques vont être coupées de leurs arrières et vont devoir entamer une retraite précipitée. Les pertes vont être très importantes pour les bolcheviks. Alors elles vont pas se compter en centaines de milliers, mais on va avoir beaucoup de capturés, notamment on va avoir quelques dizaines de milliers de capturés. Et ça va être le début de la contre-offensive générale du côté polonais, où on va repousser les bolcheviks. Là, les bolcheviks ont perdu leur élan, et on va pousser le plus possible pour les forces polonaises. Au même moment, donc pendant que ça chauffe à cet endroit contre les bolcheviks, on a
un petit événement sympathique qui se passe en Haute-Silésie, qui est une deuxième insurrection, parce qu'il y en avait une première avant. En gros, la Haute-Silésie, c'est une partie de la Silésie, donc allemande, qui est très marquée par une importante population polonaise. Et c'est un des territoires qui était soumis à plébiscite après la Première Guerre mondiale, de par l'importante population polonaise. Et la population polonaise locale rentre en insurrection parce que on a eu en place, il y a diverses choses. Les Polonais accusent les Allemands de politique répressive. À leur encontre, les Allemands ont sans doute des choses à leur reprocher, des violences et tout ça. Et donc ça pète. Ça pète et c'est le comité international interallié qui doit chapeauter le tout pour mettre en place un plébiscite qui aura lieu un peu plus tard. Et la situation sera réglée finalement par la mise en place d'une police mixte composée de Polonais et d'Allemands pour calmer les tensions. À partir du 27 août, donc les Polonais avancent suffisamment pour arriver jusqu'à la ligne Curzon, donc la ligne qui avait été mise comme frontière maximale pour les bolcheviks à ne pas dépasser et les Polonais à ne pas dépasser dans le cadre des négociations avec les Alliés et tout ça. Le conseil de défense polonais va dire ouais, on peut aller au-delà, il n'y a pas de souci. Et donc les Polonais vont aller au-delà de cette ligne, ce qui va entraîner des tensions avec l'Entente, mais surtout avec le Royaume-Uni pour le reste de la conduite de la guerre. Et le 8 octobre, les forces polonaises arrivent aux alentours de Vilnius. Sauf que là, on n'est pas dans la configuration de Vilnius aux mains des bolcheviks et tout ça, non. Vilnius, là, est aux mains des Lituaniens. Oui, ils en ont profité pour la récupérer. Ils ont fait des très belles tractations avec les bolcheviks pour les laisser passer, essayer de grignoter des territoires en les suivant. Exactement. Voilà. Sans savoir qu'ils étaient la prochaine cible, mais bon, bref, peu importe. Ouais, c'est ça, on gagne ce qu'on peut et au diable... Au diable ce qui viendra après. C'est complètement ça, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est complètement essayer de grignoter tout ce que tu peux autour de chez toi, quoi. Ouais. Rétrospectivement, si les bolcheviks avaient réussi leurs opérations contre la Pologne, tout le monde y serait passé. Hein. Enfin, c'était l'Europe de l'Est, j'entends. Leur plan, avant même d'envahir la Pologne, c'était de savoir s'ils bouffaient la Lituanie ou pas sur leur passage. Ils ont décidé qu'ils boufferaient la Pologne avant et la Lituanie après. Bon, bah ça s'est pas passé comme prévu. Bah, c'était ce qu'il fallait faire, hein, casser le gros morceau d'abord. Bon, bah, ils n'ont pas réussi. Voilà, mais dans l'idéal, hein, leur but ultime, c'était de rejoindre la Hongrie et l'Allemagne pour appuyer les révolutions sur place. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a la République des Conseils en Hongrie. Voilà, tout à fait. Non, mais c'était leur but. Ils étaient un petit peu optimistes et dans un petit peu la joie d'avoir triomphé, parce que fin 19 et début 20, voilà, c'est fini pour les Blancs, hein, c'est certain. Donc ils étaient un petit peu optimistes et ils se voyaient envahir l'Europe et propager la révolution. Bon, ça s'est arrêté à Varsovie. C'est comme ça. Ouais, bah, c'était. Tukhachevski avait eu ces mots, je crois. Alors, je sais pas s'ils sont apocryphes, mais à propos de la guerre contre la Pologne, c'est nous progresserons sur le cadavre de la Pologne et embraserons le monde, tout ça, révolution, tout ça. D'ailleurs, je crois ça fait très déclaration de méchant quand même. Sur la fin de sur la bataille de Varsovie, je sais pas d'ailleurs si on discute pas des responsabilités de Boudniani et Tukhachevski et de Staline sur qui prendrait Varsovie en premier. Et du coup, ils ont fait un peu n'importe quoi et c'est en partie leur faute si cette guerre a été perdue, quoi. Oui. Bah, en fait, les opérations étaient commandées par Tukhachevski, mais on avait effectivement Staline qui était là, qui commandait une partie des troupes, et Boudniani qui commandait surtout le détachement de cavalerie du Sud, qui avait été particulièrement efficace et qui a fini par se casser les dents sur des troupes polonaises qui ont réussi à s'organiser pour les battre. On a aussi de très gros affrontements de cavalerie. Hein. On a eu le plus gros affrontement de cavalerie du siècle, je crois, durant cette guerre, entre les cavaliers polonais et les cavaliers de Boudniani. Mais bon, je suis passé dessus. Oui, non, et ça réglera ses comptes. Ça réglera ses comptes après la guerre sur les responsabilités de chacun. Tout à fait. Tukhachevski, lui, il le paiera plus tard. Mais il sera reconnu en général coupable. Il s'était fait le mauvais ennemi, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, en arrivant proche de Vilnius, les Polonais ne veulent pas. Pilsudski surtout ne veut pas. Il est toujours dans une idée de. Alors, il se considère comme polonais, mais il se considère aussi comme un lituanien, de par le fait qu'il est né plus ou moins à Vilnius.
Et même si les Lituaniens sont pas dans une disposition, dans des bonnes dispositions vis-à-vis de la Pologne, lui, il veut toujours garder les bras ouverts vis-à-vis des Lituaniens et la perspective d'une fédération. Donc, il veut pas d'affrontement direct. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver un moyen détourné. En gros, il va encourager une division de l'armée polonaise, qui est la division lituano-russe, enfin biélorusse, composée de Lituaniens et de Biélorusses majoritairement. Il va encourager son commandant à faire une mutinerie. Ça va pas être des ordres officiels. En gros, il va pas les mettre par écrit, il va en discuter personnellement avec lui. Le commandant d'ailleurs va être pas du tout partant pour le coup, parce que j'ai pas envie de me mutiner, ça m'engage dans quoi, je vais avoir des problèmes, c'est compliqué. Mais finalement, il va réussir à le persuader. Et le 8 octobre, on a la révolte de cette fameuse division qui rentre le 9 dans la ville, on expulse les Lituaniens et on a la proclamation le 12 de l'indépendance d'une république de Lituanie centrale, qui est un nom affreux et qu'on voit sur la carte en vert. Donc qui quand même, c'est quoi? C'est peut-être un quart de la taille de la Lituanie, un cinquième. C'est pas mal. Et qui va, donc j'avance un petit peu dans le temps pour cet événement, hein, qui va élire le 3 février 1922 une diète, qui va adopter le 20 février la résolution unissant le territoire à la Pologne. Voilà, paf. C'était un État qui était juste là pour faire genre. Une opération rondement menée, quoi. Ah oui, c'est assez impressionnant comment ça a été bien fait. Ça va pas empêcher les Occidentaux de contester auprès de la Pologne, et Piłsudski qui va dire je peux rien y faire, c'est un gars de mon armée qui a fait une mutinerie, et les gars sont des locaux, parce que oui, ils ont la légitimité entre autres d'être des gars issus du coin. C'est pour ça il a demandé à cette division-là particulière pour que ça passe un peu mieux la pilule. Finalement, bon, ça va passer. Pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et on arrive sur la fin de cette guerre. Le 18 octobre, les Polonais reviennent jusqu'à Minsk. Et le même jour, c'est le début de l'application des accords de paix de Riga. Donc les négociations entre Pologne et Russie soviétique ont été déplacées de Minsk, avec l'avancée des combats, à Riga, donc en territoire letton. Et c'est là que beaucoup de choses vont s'effondrer. Donc les Polonais, à l'occasion de l'application de ces accords, se retirent de Minsk. Bon, jusque-là, c'est pas trop grave. Et abandonnent à leur sort les troupes de Simon Petliura, donc les troupes ukrainiennes, parce que ça fait partie des clauses. Et on a un événement un peu plus mineur. Le 7 janvier, donc de l'année suivante, 1921, on a la création de 2 conseils de guerre en Pologne, qui vont avoir une importance à terme assez grande. Donc le conseil de guerre et le conseil de guerre restreint, que Piłsudski va créer par décret, qui doivent en gros assurer la persistance d'une autonomie de l'appareil militaire vis-à-vis des fluctuations de la politique. La vie parlementaire, on va bien le voir, va être extrêmement instable, et ce que Piłsudski veut, c'est que l'armée ne pâtisse pas de l'instabilité parlementaire. Ça va être son grand cheval de bataille jusqu'à son retour officiel aux affaires. Donc on n'est pas encore à la paix totale, mais les combats ont pris fin contre les bolcheviks. C'est l'occasion d'effectuer des visites diplomatiques en bonne et due forme. Et notamment, ça va être en France que Piłsudski va se rendre du 3 au 6 février. Il va rencontrer le président de l'époque, qui est Alexandre Millerand. Et c'est à l'issue de cette visite que va émerger l'alliance et la convention militaire entre la Pologne et la France, signée le 19 février. En gros, c'est une alliance militaire très générale. Les deux pays s'engagent à se soutenir. Et la convention militaire, c'est une aide inconditionnelle et immédiate en cas d'une agression de l'Allemagne contre la Pologne,
donc une aide fournie par la France, hein, et neutralisation d'une potentielle menace allemande en cas de guerre entre la Russie et la Pologne. En gros, la France se pose vraiment en garante de l'intégrité territoriale polonaise contre ces deux principales menaces. Et ça va être quelque chose à laquelle Piłsudski va énormément tenir et il va batailler pour ne pas changer un iota de cette convention militaire, qui va beaucoup emmerder les Français a posteriori, Ah bah parce c'est que sûr c'est que beaucoup d'engagement. ce que tu pouvais faire en 1921, ça avait une autre gueule effectivement 15 ans plus tard, ouais, ça c'est sûr. Ah, c'est ça, mais même pas 15 ans plus tard, hein, Oui, juste non mais bon, quelques années après, ça les emmerdait déjà. j'anticipais sur les événements à venir et Ah l'alliance bah oui, oui. polonaise quoi. Ouais. Ah ouais, bah les Polonais, les Français, bon, le fait que les Français, la France n'a pas honoré les termes de l'alliance au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu compliqué parce que les rapports s'est beaucoup dégradé. Il y avait plein d'explications et on n'est pas là pour parler de ça. Oui, non, puis on avait surtout, enfin, plus à la même Allemagne en On n'avait face pas très maintenant. envie. Ouais. Ouais. Intimidation, on n'avait pas trop envie. C'était compliqué. Bah, les Bref. enjeux sont plus les mêmes, quoi, c'est sûr. C'est plus aussi facile, Non. on va dire. Plus aussi facile de mettre une claque à l'Allemagne. De retour en Pologne, ça va être le 3 mars l'occasion de mettre en place une autre alliance, une alliance secrète cette fois-ci entre la Pologne et la Roumanie. La Roumanie qui est l'état vraiment dominant des Balkans, hein, c'est la grande Roumanie qui a tout bouffé, qui a bouffé toute la Transylvanie à l'Autriche-Hongrie, surtout la Hongrie. Qui vient d'envahir en plus. Enfin, ouais, je crois qu'elle a envahi à ce moment-là la Hongrie en entier, hein, d'ailleurs, pour mettre bas. Oui, pour éclater le la régime République de des Bela Conseils. Kun, ouais. C'est ça, ouais. Donc les Roumains, tant qu'ils peuvent taper sur des Hongrois, ils sont contents hein, de manière générale. Et donc les deux pays vont mettre en place une alliance défensive secrète qui, en gros, contient à peu près les mêmes termes que l'alliance franco-polonaise, hein. Une aide immédiate et réciproque en cas d'agression contre les frontières orientales. Donc c'est tourné contre la Russie. Hein. Pour l'anecdote, la Roumanie va être libérée de ses obligations par la Pologne au moment de l'invasion soviétique du pays, pour ne pas entraîner dans la merde la Roumanie. Bon, c'est sympa de leur part. Mais la Pologne va avoir des liens très proches avec la Roumanie parce que c'est l'interface principale qui sert de glacis entre la Russie et le reste de l'Europe, quoi. Et c'est finalement la fin de la période sans constitution de la Pologne, le 17 mars 1921, où la nouvelle constitution va être votée. Alors, période oblige et lien historique oblige, c'est une constitution d'inspiration française, plus précisément d'inspiration de la constitution de 75. Qui En gros, techniquement c'est une république n'est pas une parlementaire. constitution. Ce sont des lois constitutionnelles en 1875. Je le précise, voilà, pour les plus juristes d'entre nous. Ouais. Tatillon sur le sujet. Exactement, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est pas une constitution. La Troisième République n'a pas vraiment de constitution, elle a des lois constitutionnelles, voilà, peu importe. Ouais, bah c'est comme je crois les États-Unis qui vont justement avoir une succession de lois qui vont réglementer les usages du pouvoir, tout ça au fur et à mesure. Je ne connais pas ce pays. Je ne connais pas ce pays. Non, mais vraiment, il n'existe pas pour moi. Non, mais l'histoire politique américaine, je la connais vraiment très très mal. C'est vrai, malheureusement, c'est pas quelque chose que je connais bien. C'était pas une première, c'est ça que je veux dire, d'avoir okay. des lois qui codifient le pouvoir petit à petit en fonction de l'exercice. On le fait toujours, hein, on a toujours des lois constitutionnelles et tout ça, mais c'est vrai que voilà, on a quand même une constitution en bonne et due forme, voilà, bon, peu importe. Donc en gros, on aboutit sur une bonne... en gros, c'est la Troisième République en Pologne. On fait simple, hein, c'est la diète qui décide de tout. Les parlementaires ont une immunité absolue. C'est-à-dire que même quand le député n'est plus député, il est toujours immunisé, même en cas de délit de droit commun, ce qui est lunaire. C'est un rêve, magnifique. Ah ouais, le rêve des députés d'aujourd'hui, sans doute. Et cette constitution, elle affiche clairement une chose, c'est elle a été pensée contre Piłsudski. C'est pas égocentrique de dire ça, hein. Piłsudski est vraiment l'homme fort, c'est le héros de l'indépendance nationale, et les parlementaires voient bien sa façon de faire, hein. C'est quelqu'un d'énergique, d'autoritaire, et ils veulent absolument pas qu'une personne comme lui ne prenne la tête du pays. Ils veulent pas que
qu'il y ait un homme fort en Pologne, en fait. Qu'il y ait un régime présidentiel qui se mette en place et où, justement, ce serait l'exécutif qui dominerait sur le législatif. Et Piłsudski, il va bien le voir, ça, d'ailleurs, et ça va bien l'emmerder. Même s'il n'est pas tant intéressé par les choses politiques. Lui, c'est davantage un militaire, et ce qui l'intéresse, c'est l'indépendance du pays. Pas forcément les affaires intérieures, on le verra. Mais bon, on a cette constitution qui apparaît, et finalement, le 18 mars 1921, c'est la paix de Riga qui est officialisée. Alors, je passe vite fait. En gros, le chef de la délégation polonaise était un national-démocrate qui détestait Piłsudski. Il a entre autres permis la reconnaissance des délégations des républiques soviétiques ukrainiennes et biélorusses aux négociations, donc reconnaissance de facto de la mainmise bolchevique sur ces territoires. Les termes de la paix, c'est désarmement des forces indépendantistes, donc biélorusses et ukrainiennes en Pologne, pardon. Un droit de retour des Polonais de Russie en Pologne, parce qu'il y en avait beaucoup. Le versement de réparations de guerre à la Pologne au titre de la participation à l'économie tsariste. Ils vont pouvoir se la coller sous l'oreille, ça, parce que ce ne sera jamais versé. Le versement de réparations de guerre au titre des confiscations matérielles effectuées par le régime bolchevique, confiscation de trains, plein de matériel, de produits industriels polonais. Ce sera payé que très partiellement et de manière minime, donc de l'argent en moins. Et la restitution de toutes les collections d'œuvres d'art, d'archives, de bibliothèques, de trophées de guerre pris à la Pologne par la Russie bolchevique. Alors là, cette fois-ci, ce sera fait. Ils vont s'y tenir, mais ce sera quelque chose de très long. Donc voilà pour la paix. Et on aboutit finalement aux frontières qui vont être les frontières définitives de la République de Pologne, jusqu'aux petits aménagements de la crise des Sudètes en 1938. Pas tout à fait, puisque tu vas en venir à un troisième petit point, enfin une troisième insurrection. Oui, c'est ça. On y est presque. Et donc, on arrive effectivement à la troisième insurrection polonaise en Haute-Silésie, le 2 mai 1921, où on va avoir en gros tout ce qui est cristallisé. La Pologne veut rattacher la Haute-Silésie à son pays parce que c'est un bassin industriel. On rappelle, guerre de 7 ans, la Prusse qui prend possession de la Silésie à l'Autriche, blablabla, blablabla. Il y a du charbon. Il y a des usines, il y a des mines. Donc la Pologne veut ça parce que c'est important pour son économie. Derrière, on a les Britanniques et les Italiens qui sont davantage pour laisser le territoire à l'Allemagne. Pour qu'ils payent les réparations. C'est pas pour être gentil. C'est ça. Pour qu'ils payent bien leurs réparations. Alors, il y a eu un plébiscite. Si je puis me permettre, au-delà de manœuvres allemandes discutables comme amener des mecs sur place en train pour les faire voter, le plébiscite est une victoire allemande écrasante. J'ai mis là les résultats des votants, vous avez en gros la population, les votants, les votes exprimés et les 60% de votes exprimés en faveur de l'Allemagne pour le rattachement de la Haute-Silésie dans sa totalité au pays. C'est ça. Sauf que ce résultat, il va pas satisfaire les populations polonaises locales. Voilà. Et donc, on a aussi les Français qui, eux, soutiennent davantage la Pologne. Des combats qui vont durer jusqu'au début de juin. Que vous trouvez dans les réprouvés. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la bataille de l'Annaberg et tout ça. C'est ça. Donc des combats entre Allemands et Polonais. Les Polonais qui vont aussi s'organiser pour faire passer des troupes dans le coin pour soutenir les Polonais locaux, quoi. Et on a effectivement un plébiscite qui va être contre le rattachement à la Pologne, majoritairement. Sauf que, vu qu'on a quand même 40% de la pop qui est pour le rattachement à la Pologne, on va trouver un compromis. On va prendre un tiers sud du territoire. En gros, les partis qui ont majoritairement voté pour le rattachement à la Pologne, et on va les rattacher justement à la Pologne. Donc c'est les parties vertes qu'on voit sur la carte. Voilà, qui représentent la moitié de la population et 80% du potentiel industriel.
Les Voilà, Polonais donc sont largement vainqueurs de la chose. Alors qu'ils ont perdu sur le terrain, bien sûr. l'opération a été bonne. Et donc, c'est comme ça que se règlent ces problèmes de Haute-Silésie. Après cela, donc on a plein de trucs, des manœuvres, des manœuvres de tractation, toutes les négociations d'après-guerre, les alliances, les accords de Rapallo entre l'Allemagne et la Russie, ce genre de choses. Je passe sur plein de trucs mineurs, pour arriver au 17 août 1921, enfin 1922, pardon, où Piłsudski va voir le décès de sa première femme, alors Maria Piłsudska, qui ne voyait plus depuis un bon moment, hein, parce que de fait, il était devenu amant d'une autre femme, Alexandra Zierbinska. Voilà, Il s'est remarié très vite, hein, quand même, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Zierbinska, avec laquelle il va se remarier le 25 octobre, donc le deuil n'aura pas duré très très longtemps en effet. Mais bon, c'était une réalité, hein. Et en fait, Maria Piłsudska avait refusé le divorce jusqu'à la fin, par honneur, hein, on ne divorce pas et tout ça, et la pauvre est morte globalement seule. Et c'est le début d'une nouvelle phase de la vie personnelle de Piłsudski. J'en profite pour parler un petit peu de sa vie personnelle à ce moment-là, hein. Enfin, au moins en partie. Dans l'intime, hein, Piłsudski, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire, comme je l'ai dit. Il aimait aussi beaucoup écrire de la poésie, des réussites. Il écrivait beaucoup de réussites. Et faire des petites recherches historiques sur divers conflits et ce genre de choses. C'était notamment un mordu de Napoléon. Quelle originalité. Surtout pour un Polonais, oui. Ouais, c'est ça. Et c'était quelqu'un qui était très, très, très travailleur. Notamment, c'était un couche-tard et un lève-tard. Genre, il se couchait jusqu'à 3h du matin pour se lever vers des genre 11h, midi. Putain, on dirait des moi. horaires complètement décalés. Ah ouais, on dirait moi aussi. Incroyable. C'est les grands hommes, ça. La marque des grands hommes, sans doute. Oui. La nuit, on travaille bien, c'est le calme, c'est le repos. Exactement. Il fait frais, ça refroidit le cerveau. Exactement. Puis le matin, il ne sert strictement à rien. Je veux dire, autant qu'il passe. C'est ça. Le bruit des oiseaux qui fait chier. Voilà. Les gens qui partent autant le consacrer à autre chose. Insupportable. Ouais. Les gens actifs. Horrible. Horrible. Donc, après ce petit interlude personnel, on a un petit événement donc le 25 septembre, un attentat à Lvov, donc contre la personne de Piłsudski, hein, qui est mené par des nationalistes ukrainiens. Donc il va échouer, hein, ça va aboutir à rien, mais ça va entraîner une petite vague de répression contre les responsables et contre l'organisation polonaise, ukrainienne, pardon, clandestine locale, qui va se prendre un gros taquet dans la tronche. Et on aboutit aux élections législatives de 1922, qui vont amener au départ de Piłsudski. Donc à ces élections législatives, hein, qui ont lieu le 5 novembre, pour le Sejm, hein, et puis pour le Sénat c'est le 12, on va avoir une droite qui va s'unir, donc la fameuse union des droites, hein, ça fera bander certains, tandis que le centre et la gauche, eux, vont y aller en ordre dispersé. Mais ça va pas aboutir à une victoire nette pour quiconque. La droite va sortir majoritaire, mais sans la possibilité de constituer un gouvernement, et sans majorité absolue. Et donc, on est forcé d'avoir à nouveau un gouvernement de coalition. Mais surtout, la fonction de cette nouvelle diète, c'est d'élire un président de la République. Et oui, parce que jusque-là, il n'y avait pas de président. Piłsudski, c'était le chef de l'État, mais il n'avait pas de fonction président officielle, quoi. Sauf que Piłsudski va refuser. Le 9 décembre, c'est l'élection présidentielle, et Piłsudski va être élu, avec une majorité des voix. Pas l'unanimité des voix, cependant, parce qu'une bonne partie de la droite ne va pas voter pour lui.
Mais il va refuser. Il va refuser, entre autres, comme je l'ai expliqué, parce que la Constitution l'emmerde. Elle est trop contraignante. Et le président n'a juste un devoir de représentation et de figuration. Il a pas de prise. Et Piłsudski, il veut pas ça. Donc en gros, il se retire et il va laisser sa place à Gabriel Narutowicz, qui l'avait entre autres découragé de se lancer dans l'opération. Mais bon, il va être élu. Avec une large contestation de la droite, qui va alors organiser toute une campagne de dénigrement pour appeler à sa démission, l'accusant d'avoir été élu avec les voix des minorités nationales, parce qu'elles sont très représentées en effet à cette assemblée. Parce que je rappelle, le pays il est à 60% polonais. La Deuxième République de Pologne. Ah Le oui, reste, oui, c'est oui. des Biélorusses, des Ukrainiens. On en reparlera. Et, Et des Juifs. et je compte pas les Juifs, effectivement. Donc la Pologne, c'est très très multiethnique à cette époque-là. Et donc Narutowicz, il va prêter serment devant un siège à moitié vide, avec les députés de droite qui sont pas là. Et le 14 novembre, c'est la passation officielle de pouvoir entre Piłsudski et Narutowicz. Sauf que 2 jours plus tard, le 16, Narutowicz va se faire abattre en pleine rue par un sympathisant de la démocratie nationale. Le gars va se faire choper et condamner à mort le 31 janvier 1923, mais le mal est fait. Le premier président de la République polonaise s'est fait abattre. Il a tenu 2 jours. Ouais. Ça commence bien, leur République. Premier président, il se fait abattre. Bam. Ça va beaucoup marquer Piłsudski, qui déjà n'appréciait pas trop la démocratie nationale, mais là, il va devenir vraiment infect avec la démocratie nationale. Pendant toute sa période de fonction, en fait, il va beaucoup se retenir dans l'idée de bon, je suis en fonction, je suis plus ou moins le chef de l'État, j'œuvre à la concorde nationale et tout. Donc, il va faire preuve de beaucoup de retenue et essayer de mener un travail de conciliation. Une fois qu'il va plus être dans les affaires, il va se lâcher. Il va dire tout ce qu'il pense de ces gens. Et on aboutit donc à l'élection d'un autre gars qui va être élu avec la même majorité par le centre et la gauche. Cette fois-ci, la droite, elle est présente pour la prestation de serment parce qu'ils se rendent compte que il y a un petit problème, quoi. C'est un peu merdé. Et on aboutit à la constitution d'un premier gouvernement en juillet 1923, où en gros il y a des manœuvres parlementaires et quelqu'un qui arrive à manœuvrer, c'est Vicente Vitos, qui va réussir à devenir premier ministre. Et alors qu'il avait un gouvernement stable avec le centre et la gauche, il va basculer pour s'étendre du centre vers la droite pour avoir une majorité parlementaire plus stable. Et il va faire rentrer au gouvernement des membres de la démocratie nationale. Ça va pas du tout plaire à Piłsudski, qui occupait encore certaines fonctions, notamment auprès de l'armée, et il va démissionner de tout ce qui lui reste de fonctions. Vous le voyez ici en photo, le jour de sa démission. Ouais. Les gens voudraient qu'il ait mis les doigts dans la prise avant d'être pris en photo, a priori. Les cheveux un petit peu... sa moustache, qui est toujours incroyable. Et le reste est en bataille, on va dire. Le chauve à côté de lui, on dirait Khrouchtchev, c'est un peu bizarre. Un petit peu. En tout cas, ils ont l'air très contents. Ouais, c'est ça. Mais même lui, il a presque l'air de sourire. Je sais pas, sous la moustache on voit pas, mais effectivement, c'est ça vrai camoufle que... tout. C'est vrai que s'il y a une photo de lui où il est en train de sourire... Ah si, j'en ai mis une, quand il est tout papy. Ouais, c'est papy maréchal. Ouais, il a l'air tout content. Mais avant ça, non, les sourires, compliqués. Ouais. Donc, il va démissionner de tous ses postes, sauf celui de chancelier de l'ordre Virtutum Militari. En gros, c'est la chancellerie de la Légion d'honneur en Pologne. Il va rester chancelier de cet institut-là. Mais sinon, il va revenir à la vie civile. Alors, est-ce que tu as vu mon message ? Ouais, j'ai vu ton message. Ce que je te propose, c'est que comme ça fait déjà 1h40 et que nous en sommes à la moitié, puisqu'il faut traiter de Piłsudski citoyen, et puis ensuite Piłsudski putschiste, et puis ensuite Piłsudski et l'État polonais pendant tout l'entre-deux-guerres, ce qui fait quand même
bonne partie, ce serait peut-être pas mal qu'on divise ça en deux quand même. Je m'en doutais, hein, je vais pas te mentir, quand j'ai vu la taille de ce que tu m'as envoyé, j'ai dit bon, Ouais. ça, là il y en a pour 3 heures, et effectivement je pense qu'on on va être aux 3 heures, voire plus. Là, je pense que c'est mieux d'arrêter maintenant dans le sens où on va aborder d'autres faits, c'est-à-dire que là on a une rupture avec effectivement Piłsudski qui démissionne de tout et qui va redevenir simple citoyen pour un temps. On en a terminé un peu avec toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale et pour la Pologne, et on est à peu près dans un état qui sera entre guillemets stable, même si on verra qu'il y aura beaucoup de petits rebondissements, ça c'est sûr, mais on est voilà, on est arrivé à une borne temporelle qui, je pense, est pas mal, sachant en plus qu'on est plus ou moins à la moitié du propos, et enfin voilà, à voir si ça te va. C'est juste que c'est le meilleur endroit pour couper parce que ça fait à peu près la moitié. J'ai peur que si on continue, la rupture soit... Ou alors on traite de Piłsudski citoyen et... Je pense qu'on peut faire Piłsudski citoyen et on s'arrête après le... À rigueur, on s'arrête juste avant le coup de mai ou après le coup de mai. Juste avant, ça me paraît pas mal. Ouais. C'est une bonne rupture. On va aller jusqu'au coup de mai. Alors. Allez, ça roule. Donc Piłsudski démissionne de toutes ses fonctions et tout ça. Il va se retirer dans une petite résidence secondaire que les anciens légionnaires, en gros, sont cotisés pour lui offrir à leur maréchal une petite résidence à Sulejowiec, donc pas trop loin de Varsovie. C'est qui est aujourd'hui d'ailleurs le musée Piłsudski. Que j'ai mis en photo d'ailleurs, oui, tout à fait. Ouais. Le musée Piłsudski, donc, qui a été transformé à son honneur après la période communiste. Pendant cette période, justement, il va pouvoir se recentrer un peu sur lui-même. Il va en profiter pour s'attaquer à tout ce que la démocratie nationale a dit contre lui, donc les diverses calomnies à son encontre. Il va utiliser la presse pour essayer de rétablir la vérité. Il va tenir plein de conférences, notamment sur le sujet du premier président assassiné, qui, comme je l'ai dit, l'a beaucoup marqué. Et il va se mettre en retrait des affaires politiques, mais ça ne va pas l'empêcher de les commenter assez fortement. Petit point vite fait sur la vie du foyer Piłsudski. Monsieur est celui qui apporte l'argent à la maison. Époque oblige, on va dire. Même si bon, les femmes travaillaient, mais madame est surtout à la maison. Et lui, il finance justement leur petit train de vie qui est vraiment modeste. Justement avec ce qu'il produit pour la presse, ses conférences, tout ce genre de choses. Et lorsqu'il reçoit des dons, c'est assez fréquent que chaque année, puisqu'il reçoit des dons de la part des anciens légionnaires polonais, il reverse l'intégralité de ses dons à des associations d'anciens combattants, pour des orphelins et des trucs comme ça. Il va se montrer très philanthrope et pas proche de ses sous. Et il va tenir entre autres grâce à des pensions, versées par l'État polonais, entre autres pour ses services. Pendant ce temps-là, comme tu l'as évoqué, on a la situation du pays. Je vais pas m'attarder sur tout, mais en gros c'est le bordel. L'économie nationale est pas bonne, il y a de l'inflation, il y a des grèves, des troubles civils, on a de la répression, mais on finit par avoir de la stabilisation. Mais encore une fois, il faut se rendre compte de l'héritage vraiment des guerres entre 14 et 21, hein, c'est quasiment non-stop sur le territoire polonais, et de l'héritage de pays différents. Vous avez dans le pays des villes principales qui sont même pas reliées entre elles de façon ferroviaire ou autre, parce que c'était des pays différents, donc l'Autriche-Hongrie faisait pas de liaison jusqu'à l'Empire russe et compagnie, quoi. Vous avez un ouest qui est beaucoup plus développé, il y a des problèmes enfin c'est à se demander comment ça tient debout, hein. Puis effectivement c'est là où j'ai mis la carte ethnique, parce que vous avez un tiers de la population qui est même pas polonaise, quoi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de défis à relever pour un État en construction, quoi. C'est ça. Et encore, les parties anciennement austro-hongroises et allemandes sont les parties les plus économiquement les plus développées. C'est ça, l'Ouest est beaucoup plus développé que l'Est, hein, clairement, quoi. Ouais, l'Est, c'est des Biélorusses, c'est des Ukrainiens, c'est globalement assez pauvre. En termes de population, c'est déjà pas très dense.
mais il n'y a pas beaucoup d'industrie, c'est pas très développé, c'est l'héritage russe. Hein. Et la Oui, Russie oui, n'était oui. pas un État industriel comme l'Allemagne et dans une autre mesure l'Autriche-Hongrie. Fatalement, ça se voit. Ah, surtout à ses périphéries, quoi. Ouais, clairement. Et donc bon, la situation est pas bonne pour un bon moment, mais on va avoir une stabilisation de la situation politique. On va avoir un homme qui va émerger, qui va être Władysław Grabski, qui va réussir à stabiliser pendant 2 années, donc pendant presque tout le temps de la période de la vie civile de Piłsudski, la vie politique polonaise. En gros, il va réussir à manœuvrer à chaque fois pour changer les ministres en fonction de ce qu'il veut faire, et il va réussir à avoir des majorités à chaque fois. Mais bon, ce système va connaître des limites. On va avoir en 24 la création de la Banque de Pologne et la naissance du zloty, qui va changer de la monnaie polonaise qui était jusque-là le marque polonais. Et tout ça dans l'objectif de lutter contre l'inflation. On avait une hyperinflation. Pour vous donner une idée, on est passé de 52 000 marques polonais pour $1, déjà énorme, à 5 millions pour $1. C'est ridicule. Ce qui est pas mal. C'est ridicule. C'est l'hyperinflation vénézuélienne ou zimbabwéenne. C'est incroyable. Oh, t'exagères, Donc, ça fait que x100. Ça va, oui, ça va, on n'est pas sur du x100. x1000, ouais. Bah oui, tout va bien. Ouais, c'est vrai. J'exagère. Et donc, on va avoir une stabilisation de la situation économique. Sauf que, bon, à chaque rebondissement, il y a ces petits problèmes. À partir de 1925, c'est le début de la guerre douanière avec l'Allemagne, qui ne va, de fait, jamais vraiment prendre fin, et qui va beaucoup impacter l'économie polonaise. En fait, l'économie polonaise va beaucoup souffrir de cette guerre douanière, que l'humaine, son voisin plus développé économiquement. Voilà pour le côté un peu national. Piłsudski, lui, de son côté, donc il va, entre autres, à partir en juin 1924, il va faire paraître le livre le plus important probablement de sa vie, qui est l'année 1920, où il va revenir sur la bataille de Varsovie, hein, que j'ai évoquée, j'espère de manière un peu lisible, en réponse à un autre ouvrage, La marche sur la Vistule, qui lui avait été publié par Tchoukhatchevski l'année d'avant, en 1923. Et justement où il va partager les réflexions qu'il avait eues au jour le jour pendant toutes ces opérations. Et c'est l'occasion justement de revenir sur l'importance de Végan, la création du plan, ce genre de choses. Il paraît que c'est un ouvrage très intéressant parce que justement tu vois comment il pensait, tous les dilemmes qu'il a eu au moment de faire ses choix stratégiques. Donc ça peut être justement intéressant et il paraît que c'est un ouvrage de référence pour ses biographes. Moi, je sais pas s'il est facilement trouvable, mais en tout cas, Je sais pas non plus. il est paru en France. Hein. Voilà. Ouais. Alors c'est pas surprenant vu le personnage. Et donc, on arrive vite, parce que la période de la vie civile de Piłsudski, c'est pas quelque chose de très long. Hein. On arrive en mi-septembre 1925, où on va avoir les préparations des événements dits de mai. On est dans un contexte de renouveau de la dégradation économique, le chômage remonte, l'inflation aussi, on a plein d'affaires de corruption avec des ministres, des députés qui sont en collusion avec des intérêts privés et tout ça. Et on a notamment l'homme qui a tenu la politique pendant ce temps-là, Grabski, qui démissionne le 13 novembre. Et on a le Sejm qui se retrouve paralysé. Il n'y a pas de gouvernement qui arrive à se constituer, pas de gouvernement durable du moins. Et les choses s'accélèrent. On a l'armée, ou au moins une partie de l'armée, durant les célébrations de novembre, donc pour l'indépendance du pays, hein, qui va plus ou moins prêter son allégeance à Piłsudski, hein, pas de manière officielle en mode on va vous aider à renverser l'État, mais en signalant bien que l'armée est fidèle à Piłsudski, ce qui se comprend hein, de par son rôle. Et on va avoir une question qui a empoisonné toute la période d'absence de Piłsudski aux affaires, qui est la question des autorités militaires. Et notamment de ce que j'ai abordé plus tôt, les conseils de guerre et conseils de guerre restreints. En gros, dès qu'il est parti, ces conseils de guerre ont été révoqués par les gouvernements qui ont suivi. Parce que ça mettait en place, ça faisait que le président de la République était présent dans un conseil de guerre et un conseil de guerre restreint
et où il avait la décision sur les affaires militaires. En gros, le président, hein, qui même dans ce régime est le chef officiel des forces armées, là avait vraiment la possibilité d'influencer sur les affaires militaires. Ça lui donnait vraiment plus que son simple pouvoir de figuration, ce que les députés n'ont pas voulu conserver. Et Piłsudski, lui, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, comme je l'ai expliqué un peu avant. Et du coup, on a Piłsudski qui pousse pour la réhabilitation de ce projet, qui ne se fait jamais. En gros, les institutions compétentes n'arrêtent pas de se renvoyer la balle, la justice renvoie au SEJM, qui renvoie à la justice, et ça n'avance pas. Et du coup, Piłsudski vocifère contre les gouvernements et les institutions, surtout d'ailleurs contre les partis qui sont responsables des conneries durant son absence, donc la démocratie nationale, hein, c'est la droite, mais on peut même dire la droite radicale, hein, parce que c'est vraiment des nationalistes, c'est pas juste des conservateurs. On va voir que Piłsudski va pas avoir de problème avec les conservateurs qui distinguent clairement de la démocratie nationale. Et le parti Piast, qui est le parti de Vicente Vitos, qui est un parti paysan de centre-droit. C'est quelque chose d'assez large. Et on a pendant ce temps-là une crise gouvernementale. On a des démissions de ministres, des menaces de démission de ministres, des refus de coalition et de coopération entre les partis. Et pendant ce temps-là, Piłsudski s'active. Il mène des entretiens, des conférences auprès de la presse, et plus la situation se dégrade, plus Piłsudski accélère. Et on arrive à la veille des événements de mai. Le 9 mai, on a Vitos qui en appelle à Piłsudski dans la presse et lui demande de former un gouvernement. Par la force si nécessaire, hein, je cite. Le président de la République donne son accord pour former un gouvernement de coalition où Piłsudski serait ministre des Armées, dans la volonté justement de résoudre la crise petit à petit. Sauf que le lendemain même, Vitos trouve un accord avec la droite et forme un gouvernement où Piłsudski n'est pas membre. Et le 11 mai, Piłsudski, il y a un entretien que Piłsudski avait donné le 10 qui paraît dans la presse, où il dénonce la formation de ce nouveau gouvernement de Vitos avec la droite. Et dès la parution, les journaux sont confisqués, ce qui entraîne de grosses manifestations, au moins à Varsovie. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur de Varsovie, on a la réunion de plusieurs régiments sous les ordres de Piłsudski, dans le cadre d'un exercice militaire tout à fait officiel, qui avait été commandé par le précédent ministre des Armées, donc pas sous le gouvernement qui vient de se former, mais celui d'avant, qui était un proche de Piłsudski et qui avait la volonté justement de résoudre la crise avec les conseils de guerre restreints. En gros, il a fait convoquer un petit exercice militaire, il l'a confié à Piłsudski, et actuellement Piłsudski, à la veille de ce qui vont être appelés ensuite les événements de mai ou le coup de mai, il a des régiments à sa disposition, qui lui sont complètement fidèles, et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ouais, on le verra donc la prochaine fois. On discutera de la date tranquillement. Écoute, parfait, puisque oui, effectivement, il nous reste quand même beaucoup de choses à voir. Peut-être pas autant, mais quand même beaucoup. Donc je pense qu'on en a encore pour une heure, entre 1 heure et 1h30 de. Oui, 1h30 plutôt, je pense. Ouais, de discussion et d'entretien et de présentation. Donc je pense que ça va être un petit peu trop lourd en une fois. Faut aussi penser aux gens qui vont nous écouter. Donc on va s'arrêter là, parfait, et la prochaine fois on parlera donc de ce coup de mai et de toute la suite de la vie politique polonaise jusqu'au décès de Piłsudski, voire après, si on évoque un petit peu la chose. Ok. On rentrera dans l'intérêt du personnage, je pense, avec ça. Ouais, dans le cœur un peu de sa période d'exercice du pouvoir, oui et non, puisque directement il l'exerce pas toujours, mais voilà, dans vraiment le cœur de son activité politique et au service de la Pologne dans cet entre-deux-guerres si troublé. Ok, parfait, nickel. Eh ben écoute, comme d'habitude, je te remercie. On discutera juste après de la date de cette prochaine présentation, mais il n'y a pas de souci, on va trouver une date, bon, malheureusement peut-être pas toute proche, mais on va essayer quand même de faire le plus proche possible. On va en discuter juste après. Écoute, encore une fois, merci à tous
de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette présentation d'Al-Azhar. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, écoutez, vendredi, on se retrouve sur du Crusader Kings 2. D'ailleurs, Al-Azhar, tu seras là. Donc, on se retrouve dès vendredi, tous les deux. Et puis, voilà, bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Bonne suite de semaine. Et puis, à bientôt et portez-vous bien. Bonne soirée.